Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast de moins en moins court mais toujours aussi efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Moi c'est Eli, l'hôte du podcast. Ça fait maintenant plus de 5 ans que cette aventure est lancée et si c'est pas déjà le cas mais que tu fais partie de la communauté du CrossFit francophone, eh bien s'il te plaît, abonne-toi au podcast, mets-moi un avis 5 étoiles et partage-moi en commentaire ta blague la plus pourrie, il se pourrait que je m'en serve. L'épisode de ce soir, comme à son habitude, est entre autres sponsorisé par le soutien de Wodengo, les meilleurs maniques avec des barres muscle-up gratuits à l'intérieur. Si toi aussi tu as envie de t'équiper, tu vas directement sur wodengo.com, tu rentres Shaker15 comme étant un code de réduction et tu as droit à 15% de réduction gratuit et 80% de réduction sur tes ampoules. Et voilà, ça c'est mon cadeau pour toi, pour que ton entraînement se passe bien. L'épisode d'aujourd'hui, il a 2 invités. Il s'agit à la fois d'un des mecs qui m'a le plus influencé dans le monde du CrossFit, dans mon développement en tant que formateur, mais aussi en tant qu'athlète, sous-entendu pratiquant. Et la deuxième, c'est peut-être la meilleure gymnaste de tout le CrossFit Game francophone. Elle est grande, elle est belle, son animal totem, c'est la tortue. Ok, vous les aurez peut-être reconnus, je suis avec Mathieu Dubreuc et Mélodie Andréani. Matt, ça va ? Ça roule. Mélodie Gun Show, Andréani. Ça commence bien. C'est ça. Ah ouais, elle est pas mal en plus, l'angle là sur la vidéo, vous verrez peut-être pas si vous écoutez le podcast, mais franchement ça lui fait une espèce de deltoïde antérieur gavé balèze. Je vais me tourner, j'assume pas du tout cet angle. Alors l'épisode de ce soir il est un peu particulier parce que pour tout vous dire on a la chance d'accueillir quelques jours Matt à la maison, c'est de la pure politesse parce que lui il y a quelques années de ça, eh bien il nous avait accueilli 2 semaines directement chez lui à Laval au Québec et depuis qu'on est ensemble on fait que parler de CrossFit, d'entraînement, de vieilles histoires liées un petit peu à la méthodo et donc à un moment donné j'ai dit bon on arrête là de lâcher trop de bonnes blagues, on va sortir de quoi enregistrer et on va faire un épisode complètement improvisé. Et on est à 1 semaine des semi-finales et du French Rodon. Mélo, ça s'est bien passé ? Yes, 1 semaine post. On aurait dit que tu disais 1 semaine pré, mais on est à 1 semaine après les French Rodon, effectivement. Ça s'est super bien passé. Moi, j'étais en catégorie master cette année. ma première fois master au French, ma 5e participation. Et non, mais c'était génial, comme à son habitude. Vous avez vu, elle n'est pas que gymnaste, elle est aussi orthophoniste. Mais elle n'a qu'un seul client, c'est moi. Et cela étant dit, c'est pas ta dernière compétition de la saison, parce que bon, il n'y a rien encore d'officiel, mais quand même ça sent bon. À la base, on est descendu à Lyon avec 1 semaine d'avance. Avec quel objectif ? Faire les semi-finales en master pour se qualifier au CrossFit Game. Bon, c'était une blague au début. J'allais les faire sérieusement, mais je pensais pas vraiment pouvoir m'infiltrer dans les 40 meilleurs du monde. Et puis, a priori, j'y suis pour l'instant en tout cas. J'ai pas encore reçu le mail officiel, je l'attends patiemment. A priori, ça va arriver dans quelques jours. Et puis voilà, du coup, les CrossFit Games apparemment partent en Alabama fin août. Mais avant ça, il y a les Affiliate Battle. Et donc pour ceux qui sont pas toujours au fait de comment sont organisées un petit peu les saisons compétitives dans le monde du CrossFit, bon, il y a eu plein de changements, hein. C'est un peu l'argant d'habitude, je crois, dans la saison chez CrossFit, de changer un peu le déroulé pour pas qu'on s'embête, hein. Là aussi, c'est constamment varié. Mais en gros, pour les catégories qu'on appelle élites, donc de 18 à 35 ans ou de 18 à aussi longtemps que tu seras fit enough pour te qualifier dans les meilleurs du monde, parce qu'il y en a qui ont plus de 35 ans dans le tas. Il y en a qui ont même 17 ans aussi. Il y en a qui ont 17 ans, c'est vrai. Tu peux ? On a vu McGonigal, là, aux demi-finales à Lyon, 17 ans, à la fois qualifié pour les championnats du monde, du coup, dans les age groups des ados, et aussi, du coup, en élite, avec les athlètes élites. Très stylé. Et puis, je crois qu'avant ça, Emma Lawson aussi, à 17 ans, c'est la première fois qu'elle se qualifiait, et puis la protégée de Fraser aussi. Mais donc, quoi qu'il en soit, avant, ce qui avait été compliqué d'ailleurs, c'est une très bonne transition. Ce qui est compliqué pour ces athlètes-là, c'est que pour les tout meilleurs, ils pouvaient se retrouver dans une situation où ils devaient choisir entre tenter d'aller aux Games ou tenter de simplement faire les Games, mais dans leur catégorie d'âge. Et donc, c'est l'une des raisons, parmi d'autres, hein, qui ont fait qu'on a eu un changement cette année où on a séparé en fait les events. Donc cet été, les CrossFit Games vont se dérouler au Texas, le week-end du 10-11 août. Vous aurez les tout meilleurs athlètes, du coup qu'on appelle Elite. Et un peu plus tard dans le mois, vous aurez un événement
conçu 100% pour les Masters, qui s'appelle les Legend Championship, si je dis pas de bêtises, effectivement à Birmingham, Alabama, qui pour la petite histoire a aussi été une ville qui a été pendant un temps considérée pour potentiellement accueillir les CrossFit Games. Donc ça veut dire qu'on peut supposer que vous allez vous retrouver dans le même genre d'enceinte, qu'il y aura des grosses infrastructures, parce que là-bas il y avait de quoi nager, il y avait de quoi courir, tu vas être contente, il y avait tout ce qu'il faut. Et puis il y aura donc d'autres événements pour les autres KT, donc les adolescents, aussi tout ce qui va être la compétition adaptive, etc. Donc voilà, ça c'est une transition qui s'est fait parfois pour certains dans la douleur, il faut bien le dire, tout le monde n'a pas été content de ce changement, mais je disais ça il y a pas longtemps, même par exemple pour la catégorie adaptive, je comprends le kiff de faire les CrossFit Games aux côtés des mecs les plus fit, mais par exemple dans les grands événements qui exigent des as sportifs autour d'athlètes qui sont entre guillemets en situation de handicap, c'est des événements où il n'y a que, enfin je veux dire, tu as les Invictus Games par exemple, c'est une compétition 100% athlète adaptive, et c'est d'ailleurs ça qui fait que ça envoie une sauce énervée, c'est que vraiment les mecs ils sont au centre de l'arène, donc je sais pas si en 2024 on arrivera à ce niveau, j'ai peut-être quelques doutes, mais ce serait chouette si on se projette un peu, dans 5 à 10 ans, on a une saison où tu peux regarder début août les élites, tu regardes début septembre les masters, tu regardes un autre moment de l'été les ados, et puis tu as des rendez-vous dans l'année pour les compétitions adaptives, et où à chaque fois tu te retrouves face à un show qui envoie une sauce énervée. Ça fait aussi qu'on a beaucoup plus de place. Avant, c'était top 10, maintenant, c'est top 40 pour les masters. Ça change la donne. Hein. Moi, je sais que j'ai tenté l'année dernière, mais j'ai même pas passé les quarts de finale, alors que j'ai fait sensiblement le même ranking que cette année. L'année dernière, j'ai fait 36e monde, et je passe même pas en demi parce qu'ils prenaient les 30 premières pour les demi, et ensuite ils prenaient les 10 pour aller aux Games. Et cette année, ils prennent les 200 premières pour aller aux demi, et les 40 pour aller au championnat du monde. Donc c'est extra. Et à long terme, en plus, ça va encourager plus de gens de le faire. Bien Parce sûr. que maintenant, il y a tout le monde qui ne l'a pas vraiment fait parce qu'ils ils se sont dit « Ah, j'aime pas le nouveau format ». Ils ont vu tous leurs amis se qualifier. C'est clair qu'ils vont y aller. En vrai, là, chez les masters, et je suis désolé, je vais parler que des masters femmes, même si je sais que Alex et beaucoup d'autres chez les garçons sont potentiellement qualifiés, parce qu'il n'y a rien encore de fait, hein, pour faire les vidéos review. Mais du coup, chez les filles, c'est presque une promenade de copines, parce que t'as ta cousine, potentiellement de qualifiée, Kako, potentiellement de qualifiée, Christelle Eldeps, potentiellement de qualifiée, et j'en oublie sans doute d'autres, hein, à commencer par Françoise Maillet, par exemple, etc. Mais je veux dire, tiens, si on revient là-dessus, du coup, on est parti une semaine plus tôt à CrossFit Genas. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette expérience, parce que c'est très différent, toi, de ce que tu expérimentes habituellement à la boxe? Ouais, c'est sûr, quand je fais mes WOD de qualif à la boxe, je l'ai fait pendant le cours, pendant la classe, bon, sur le côté, avec mon pote Arnold qui me crie un peu dessus, mais ou alors on le fait ensemble, mais du coup, bon, c'est assez difficile de se tirer l'un l'autre parce que c'est un homme et moi une femme, et il suffit qu'il y ait de l'ergo et je me sens perdue. Mais non, là, j'ai voulu vraiment me mettre dans des conditions au top, quoi. Je voulais le faire avec Alizé aussi, mais Alizé n'a pas pu nous rejoindre à Lyon. Donc j'ai proposé à Carole Castellani, qui est vraiment une athlète qui m'impressionne. Elle a déjà fait 3 fois les CrossFit Games, hein, faut le rappeler. Une fois en indiv et 2 fois en team, dont une médaille aussi en team. Et comme je savais qu'elle allait se lancer sur ces demi-finales, je lui ai demandé si je pouvais descendre les faire avec elle. En plus, voilà, on connaît un peu la team Génase. Je savais que là-bas, il y avait quand même tout un groupe autour d'elle. Je sais que Flo, son coach, est amoureux, est vraiment derrière. Et voilà, je me suis dit, ok, j'y vais, je me mets dans de bonnes conditions. Et effectivement, ça a été une expérience assez ouf pour moi. Je me suis vraiment retrouvée dans une enceinte qui me rappelait un peu mon club de gym, parce qu'il y a vraiment une ambiance de club là-bas. C'est pas une boxe de CrossFit. C'est vraiment autant entre les compétiteurs que même les adhérents de la boxe. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde connaît le prénom de tout le monde. Flo est un entraîneur. Pour moi, c'est encore différent d'un coach. C'est vraiment un entraîneur. Le mec, il calcule tout. T'as l'impression qu'il fait le WOD à ta place, tu vois. Il t'enlève une charge mentale de ouf. Il te dit, voilà, toi, tu vas bouger et moi, je vais te dire quand prendre ta barre, quand faire tes HSPU. Maintenant, tu respires. Maintenant, tu fais ci. Et ouais, ça a été vraiment une super expérience pour moi. Et je l'ai dit à Kako et elle me dit que non, mais je le répète encore. Je pense que sans eux, je ne me serais pas qualifiée dans les 40. Parce qu'ils m'ont fait faire des redouts que j'aurais peut-être pas fait parce que, tu vois, là, j'avais Kako devant moi, donc je savais un peu vers où aller, parce que Kako est très forte, donc quels étaient les bons scores à avoir. Et peut-être que si j'avais été seule, j'aurais même pas eu
l'envie ou la présence d'esprit de demander les scores de Kako, j'aurais peut-être pas eu, je sais pas, je m'aurais peut-être pas osé, et du coup je serais partie sans aucun, sans, j'aurais pas su où aller, quoi. Et donc ouais, là ça m'a vraiment aidé de fou. Toi, t'as été aussi faire un drop avec on va dire un invité de choix pour leur faire claquer des genoux un peu à Genas, parce que t'es venu assister au semi-final. Bon, dans un rôle, c'est pas une information confidentielle, mais en tant que competition liaison pour CrossFit, du coup, c'était quoi, entre guillemets, ton rôle pendant le temps des semis? Mon rôle en temps des semis, c'était de relier les compétiteurs, les organisateurs du French et les CrossFit Games, m'assurer que tout le monde se parle et tout le monde soit dans la même ligne directrice de qualifier les bonnes personnes, en fait. S'assurer que les 10 individuels hommes-femmes et 8 top teams, c'était les bons qui allaient représenter l'Europe aux Games. Je t'avouerai qu'à un moment donné, on m'a demandé si j'étais chaud pour faire ce job, et j'ai dit, bah non, faites venir Matt. Ouais, merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Pourquoi? En plus, je suis parti pris. Et du coup, tu avais aussi Adrian Bozman qui était avec toi. Alors, Adrian Bozman, pour ceux qui ne le savent pas, il est connu aujourd'hui de la nouvelle génération de crossfitters comme étant le mec qui programme les CrossFit Games, un petit peu presque dans l'ombre de Dave Castro. Mais il faut que vous compreniez peut-être, si vous êtes peu accoutumé à toute la culture et à toute l'histoire du CrossFit, qu'Adrian Bozman, c'est quand même quasiment l'un des pères fondateurs de CrossFit. C'est un crossfitter de la toute première heure qui effectivement vient du cirque. Ça, on raconte souvent des légendes comme quoi avant il avait les cheveux bleus et ce genre de trucs. Il les avait bleus. Les avait bleus. Ouais, mauve même. Un lépochaume. Et qui sommairement, tu me corrigeras si je me trompe, il a démarré le CrossFit notamment en ouvrant une structure à San Francisco avec Kelly Starrett, donc l'auteur du Supple Léopard. Donc peut-être l'ouvrage qui a vraiment lancé la mobilité dans le monde du CrossFit avant GoWood, avant toutes les apps, etc. Et je crois savoir que c'était dans un container qu'ils ouvraient sur un terrain vague. Ils avaient loué plusieurs places de parking parce que ça coûte super cher à San Francisco. Et ils avaient déposé un container, ils avaient barré avec un grillage genre autour. Ils avaient foutu 2-3 tables de pique-nique et accroché avec des cordes des bâches. Et c'était genre $220 par mois pour t'entraîner dans un parking. Mais les gens venaient parce que t'étais avec Adrian Bozman et Kelly Starrett quand même. Donc c'est quand même deux pointures. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent du coup la programmation des CrossFit Games, le fameux workout Alpaca qu'il a tenté par 2 fois de faire, parce que dans la première mouture de cet entraînement, malheureusement, la météo avait joué les troubles faits, donc c'était sûr que l'année suivante, il ferait un ridou. Et bah, cette idée d'utiliser un sled qu'on va charger avec de l'équipement, c'était un clin d'œil, du coup, à ces années-là, où pour aller à l'entraînement, bah, des fois, il devait charger le matos et envoyer, partir s'entraîner. Donc, ce mec-là, qui est aussi l'un des premiers formateurs à avoir bossé pour CrossFit, était présent avec nous. Je dois te dire que toutes les personnes qui auraient pu envoyer CrossFit pour venir observer le French, moi j'étais vraiment hyper content que ce soit Adrian, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup et qui est vraiment cool, quoi. Il te fait vraiment aimer le CrossFit. Et est-ce que tu penses qu'il a passé un bon moment, Adrian, lorsqu'il est passé à Genas, mais aussi lorsqu'il était au French? Absolument, c'était sa première fois en France. Il n'était jamais venu en France, il était allé en Italie, en Allemagne, c'est ça, pour les séminaires, jamais en France. Très impressionné par la communauté française qui est venue, les 7000 spectateurs, et disait waouh, ça va être dur de mettre la même ambiance partout au semi. Et lui, c'est clair que c'est quelqu'un qui analyse tout. C'est quelqu'un un peu spécial pour ça parce que il a un passé artistique, mais en même temps, il est très analytique. Donc, il est une des seules personnes qui arrive à bien mélanger ces deux trucs-là. Et donc, après, je voulais savoir comment il avait trouvé au niveau analytique la compétition. Et puis, il avait juste des bons mots et félicité tout le monde. Donc, non, c'est un gros succès. Bon. Ouh. Tant mieux. Et franchement, et je le dis souvent, mais c'est Eugène de Mérocco, mais si vous parlez un petit peu l'anglais, il a un podcast aussi, vraiment Adrian Bozman, qui est chambé sur le CrossFit, qui s'appelle Varied Not Random, et que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'il parle avec un autre des pères fondateurs du CrossFit qu'on appelle Pat Sherwood, et les deux, ils se renvoient la balle sur différents sujets autour de la méthodo, et franchement, ça envoie du steak. Toi, Mélo, tu l'as croisé aussi, Adrian? Pardon.
Désolée. Elle peut pourrir mon podcast. Non. Elle tousse encore du workout de tout à l'heure. C'est possible. Toi, tu l'as croisé aussi, Adrienne, du coup, tu l'as pris d'assaut. Ouais, je l'ai croisé. J'avoue, j'ai fait ma fangirl. Je me suis dit, Adrian. Non, mais je t'ai demandé de me le présenter carrément, non? J'ai dit, à Matt, s'il te plaît, présente-le-moi et je voudrais une petite photo avec lui. Voilà. Je suis en train de m'étouffer. Hein. Je me suis toujours pas remise du run swim de Lyon. Je pense que j'ai chopé un peu. Bah, c'est normal, en même temps, t'as couru 27 km au lieu de 5. Apparemment. Comme une personne sur deux. Ouais, je me suis un peu trompée dans le chemin. Donc après t'es pas la seule, donc au bout d'un moment, comme dirait Drake Slatky, il dit toujours bon, s'il y a un mec qui se plaint, c'est un pleurnicheur, s'il y en a plusieurs, c'est qu'il y a un sujet. Il y a quand même plusieurs personnes qui se sont égarées, donc je me permets de présenter d'éventuelles excuses au nom de l'équipe, mais c'est sûr qu'il y a forcément quelque chose au niveau du balisage qui était pas en vrai, dans ma caté, c'est juste à cause d'un mec. Un seul. Il y en a un qui a pris le mauvais chemin, on l'a tous suivi. Sans se poser de questions. C'est juste à cause de lui. À partir du moment où le mec s'est trompé, bah nous on s'est tous trompés derrière. C'était drôle, c'est drôle. Non, ça restera un bon souvenir, c'est pas grave. Hein. Ça s'appelle l'effet tunnel. C'est exactement ça. C'était... Bon, bah ça, donc du coup, t'as passé quand même un bon moment là-dessus. Toi, Matt, le CrossFit, t'as commencé quand exactement? Parce que moi, je t'ai toujours connu dans cet univers-là. Comprenez que Matt, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était sur une formation de level 1 dans la deuxième box de CrossFit Louvre à Place des Victoires. C'était la première édition du French. C'est que je t'ai rencontré, mais j'avais rencontré Daniel à la première box. J'étais venu... À la toute première, de l'autre côté de la rue, là? Celle encore d'avant, avec le rond-point. Ah bah ça, le rond-point, j'y étais. Mais c'est dans cette box-là, t'as fait... Bah, c'est ça, hein, parce que avec le coffre. Le coffre, ok, ça c'est la deuxième? Ouais, parce qu'en fait, avant, il y en avait eu une. Alors, je vous explique, dans CrossFit Louvre, donc moi, je suis quand même issu de là, parce que c'est en rencontrant Daniel que j'ai formalisé un peu ma manière de faire du CrossFit. Le premier local que Daniel a eu, c'était rue du Louvre. Ok, le tout premier. Ok, non, je suis jamais allé là. C'est sûr que t'as jamais été, parce que même lui, il a jamais été. Il a signé le bail, le mec. Il arrive le lundi matin pour faire les travaux. Et pas de bol, entre-temps, le propriétaire avait reloué, mais pas seulement son local, l'intégralité de l'immeuble, soit à Karl Lagerfeld, soit LVMH. Daniel saurait te dire, moi je sais pas. Et donc il lui a dit à la gueule, il dit écoutez, vous avez le choix, c'est soit on se fait un procès et on se voit dans 5 ans, soit vous vous asseyez dessus et vous oubliez. Et donc du coup, il avait déjà son affiliation, rue du Louvre, donc CrossFit Louvre, et du coup, bah ok, laisse tomber, j'ai pas de temps, j'ai pas une profondeur de caisse incroyable, parce que franchement, il n'y avait pas des 1000 et des 100 non plus dans les caisses. Et donc, il trouve un deuxième local. Deuxième local, en face de celui dans lequel tu as été en premier, qui était un magasin de vêtements, dans lequel on avait prévu du coup de créer une box, et une cour intérieure, un truc en dessous, etc. Mais il n'y avait rien. J'ai déjà raconté ces histoires plein de fois. Je crois que le premier muscle-up que Nasser passe, il a accroché à des barres de sécurité du premier étage. Les gens font des toast to bar sur les tringles à rideaux qui étaient avant les tringles pour poser les vêtements dans le magasin. Bref, c'est ridicule. Et en fait, l'un des locataires de l'immeuble, c'est le patron d'un grand quotidien national français. Exactement. Et donc, au bout d'un moment, il nous gicle. Et donc, du coup, on va dans le local d'en face. Et c'est dans celui-là qu'on s'est rencontrés. Et c'était la première édition du French. Ah, c'est vrai, ouais. Et je crois qu'on est tous devenus fans de toi parce que, en fait, bon, on était un petit peu short en termes de délai. Mais t'as dit, ouais, vas-y, j'embarque. Et t'as fait les 3 WOD de qualif qui existaient à l'époque dans le temps du week-end de level 1. Et du coup, avec les scores midi, que t'as sortis, soir, ouais. Exact. Il y avait un truc avec des putains de wall balls dans tous les sens. Je me rappelle plus exactement ce que c'était. Et des handstand push-up. Moi, je me rappelle, t'avais des fucking dorsaux là, ici. Et je me disais, waouh, il utilise son dos pour faire des handstands. C'est incroyable. Et du coup, à partir de là, bon, t'as réussi à te qualifier et c'était plié, quoi. Et je crois que le mec qui était le plus admiratif de toi, c'est David Lenouvel, qui est le directeur des sports, qui a juré par toi, et encore aujourd'hui, hein, pendant des années, qui est venu, je crois, une année faire une compète au Québec. Oh, il est venu faire Force 5. Oh, ouais. Putain. David, c'était ouf. Et il a toujours gardé un peu cette passion-là, quoi. C'était vraiment, vraiment malade. Donc toi, t'as commencé quand, du coup, le CrossFit, Matt? J'essaie de me rappeler la date exacte. Je pense que c'est le 11 ou le 12 janvier 2007. Je pensais le 11 parce que c'est mon anniv, donc c'est une belle date. C'est une belle date. J'ai commencé la journée de l'anniversaire de Mélo. Par contre, en quelle année t'as dit? 2007. C'est carrément l'année de sa naissance. Ouais, moi j'étais pas né. Hein. T'étais pas né? T'as dit que t'étais dans les masters. Ouais.
Non, en 2007, ouais, j'ai commencé dans un parking. Je faisais beaucoup de parcours. C'est drôle de dire parcours aujourd'hui quand on courait. Je faisais beaucoup de parcours et ça donnait des maux de tête aux coachs de l'équipe nationale de bateau à voile parce qu'ils avaient peur que je me blesse. Ah oui, je peux comprendre. Ils disaient, il va falloir que tu arrêtes tes conneries. Fais quelque chose de plus sécuritaire. Il y a un site qui s'appelle CrossFit.com. Tu devrais essayer ça. Ouais, tu devrais essayer. Et en fait, pour l'histoire, vu que je faisais beaucoup de bateaux à voile, au tout début, en 2007, Team Pegasus, Philip Kahn, c'était un des premiers clients de Nicole Carroll. Et ce gars-là, il a fait fortune dans les réseaux cellulaires. Okay. C'est lui qui fait qu'on peut échanger des photos par texte. C'est lui qui a Light Surf. C'est lui qui a démarré ça. Quelle magnifique invention. Donc, il a fait fortune et il a voulu quelqu'un d'entraîneur. Hein? Donc, il a Nicole Carroll. Donc, sur CrossFit.com, moi, j'arrive sur CrossFit.com. Il y a un petit déroulé sur le côté gauche, tu te rappelles, du vieux site. Et c'est juste des photos de bateaux. Avec Team Pegasus. Et Team Pegasus, c'était la référence dans les équipes privées, genre en bateau à voile. Je dis, c'est génial, j'essaye ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec... je me suis fait démonter par un Américain qui connaissait déjà un peu le CrossFit, qui a vu que j'allais sur .com, qui m'a dit, on fait le workout du jour ensemble. C'était Helen. Il m'a mis genre... Je pense que ça m'a pris 15 minutes. Lui, ça lui en a pris 10. Je me suis dit, j'ai deux choix. Ou je deviens bon là-dedans, ou j'en fais plus jamais. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais Helen en moins de 9 minutes. Ouais, non, c'est clair. Presque... Je pense qu'Hélène, il y a un moment, je l'ai déjà fait en bas de... J'ai dû faire 8 quelque chose. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je rebondis sur un truc qu'on a vu un petit peu au SMI. C'était le cas pour Laura Horvat, mais c'est le cas pour d'autres. Il y avait une des épreuves cette année aux demi-finales du coup des Games et qui va se reproduire, qui était un Redout 2016 sur un snatch ladder avec des poids qui montent et en plus, il fallait aller relativement vite. Et donc, Laura Horvat, elle avait un DNF en 2016. Sans surprise, aujourd'hui, c'est la fille la plus fit du monde. Et donc, elle a amélioré son score. Moi, j'ai re-regardé l'event de 2016 là, récemment. Et c'est drôle parce que j'ai vu notamment que Jacqueline Dahlström, elle était déjà là. Alors que je ne me rappelais pas, moi, qu'elle était aussi ancienne, Jacqueline. Pour moi, tu me demandais, j'allais te dire, ouais, je sais pas, moi, 2018 ou un truc comme ça. Non, 2016, elle était déjà en régionaux, ce qui montre les années de travail qu'il faut. Mais plus impressionnant, encore que ça, c'est une athlète, par exemple, comme Emma McQuaid, qui se requalifie là à 34 ans pour les CrossFit Games et qui elle aussi était déjà là en 2016 et donc à 34 ans elle est meilleure et ouais qu'à 26 tu vois et donc ça remet beaucoup de choses en question sur ce qu'on se croit capable de faire et à quel point on peut avancer et c'est hyper encourageant. Là j'ai un autre de mes potes, Romain Dijoux de La Réunion, que je salue au passage. J'espère que quand je vais aller sur l'île la semaine prochaine il va me faire une petite pizza. Il a arraché c'est un spécialiste de l'haltérophilie, spécialiste de l'haltérophilie. Et il fait de la compétition, il a fait je ne sais pas combien de fois les championnats de France. Je crois qu'il est plus ou moins l'équivalent de DTR, c'est directeur régional pour La Réunion. Et il a battu son record à l'arraché, là, il y a quelques semaines de ça. Hein. Il a arraché 125, il a plus de 35 ans. Tu vois. Et c'est un mec, c'est une petite catégorie en points. Il doit faire 60 bombes, un truc comme ça. Donc, franchement, pour moi, c'est des moments que je trouve hyper encourageants dans l'entraînement. Parce que tu te dis, ah ouais, ok, tu peux devenir meilleur. Donc, tu fais Hélène, tu fais de la voile. Ok, et c'est là que tu as commencé, mais dans quel affilié tu t'es entraîné en premier? Au début, je comprenais pas trop c'était quoi le CrossFit. J'ai suivi CrossFit.com, parce que de toute façon, je suis resté à Miami. J'étais à Miami à ce moment-là, aux États-Unis, pour dans le fond, pendant tout l'hiver, parce qu'on a le circuit de la Coupe du Monde démarre là, puis après on s'entraîne là avant la prochaine compé, parce qu'il y a de la neige à Montréal. Donc après, quand je suis revenu à Montréal, quand même, un bon moment après, j'ai vu sur Internet que CrossFit Montréal existait. Mais entre-temps, moi, ça faisait 8 mois que je faisais quand même du CrossFit. Et puis, bon, maintenant, à ce moment-là, il y avait une seule source d'information, c'était CrossFit.com. Donc, j'épluchais tous les articles du CrossFit Journal. Il fallait payer à ce moment-là $25 par mois pour recevoir un PDF une fois par mois que j'imprimais. Je les ai encore tous. J'ai des piles. Et... donc, j'ai étudié tout ça. Et puis, il y a un moment, j'ai écrit à CrossFit. Je leur ai dit, je me sens vraiment mal. Ça fait 8 mois que je fais votre truc. Je deviens de plus en plus fit. Mais je vous ai jamais donné un rond. Je vous ai jamais payé. Je paye le $25 de journal, mais j'ai jamais rien payé.
Et c'était coach qui avait répondu. Hein. Il me disait, tu pourrais m'aider, tu pourrais traduire fitness in 100 words. Donc, j'avais traduit ça. J'arrive à Montréal, CrossFit Montréal arrive et existe. Je m'en vais à CrossFit Montréal. C'est la femme de Jacques Ambroise, qui est devenu mon associé d'ailleurs, Jacques, qui me reçoit, qui me fait faire l'intro. Et puis, je prends une carte de 10 cours. Je reviens, c'est Jacques qui est là, et il me fait pas payer. C'est cool. C'est vraiment cool. Je me dis, il a peut-être oublié, parce qu'il n'y avait pas de système. Hein. J'avais une carte, c'était une vraie punch carte qu'il fallait poinçonner. Tu sais, je me dis, il a oublié de poinçonner. Je veux dire qu'un mec qui connaît Matt Dubreuil, qui se doute bien que 10 trainings, ça va lui prendre 3 jours pour les cramer. C'est le seul mec pour qui c'est rentable de vendre des abonnements vraiment à la carte. Ouais, exact. Et je reviens et je paye pas. Je dis, c'est spécial, mais je commence à me sentir mal, parce qu'une fois, tu te dis, j'en ai réussi une. 5 fois, tu te dis, ouais, tu sais, il va me traiter de voleur. Donc, je lui parle, puis il me dit, non, mais c'est bon, je t'ai démasqué. Parce que moi, je faisais déjà des butterflies, je faisais déjà tout. Donc, dans la boxe, j'étais bon. Et puis, il me dit, j'ai lu, tu sais, tu travailles pour HQ. Parce que dans le journal, il y avait mon nom avec genre traducteur, tu sais. Là, tu viens juste nous auditer. Ah! Je disais, non. Il dit, non, essaye pas. Tu sais, genre, j'ai ton article. J'ai pas écrit un article, j'ai écrit sans bon, puis j'ai traduit. Donc, c'est comme ça. Donc, pour l'histoire, il me reste 8 cours à CrossFit Montréal. Il me reste 8 cours à CrossFit Montréal, n'est-ce pas, Jacques? Peut-être qu'à un moment, je vais venir faire un drop-in. Parce qu'après, c'est ça, pour l'histoire, avec Jacques, on a ouvert CrossFit Laval, tout ça. On a commencé à parler, en fait, en 2008 d'ouvrir. On a pris l'affiliation, puis on a ouvert en 2009. Et donc, du coup, finalement, tu as fait quelques cours à CrossFit Montréal, et ensuite, tu as ouvert CrossFit Laval. Exact. Ben, j'ai beaucoup coaché pour Jacques au début, pour me faire la main. Je suis allé faire mon niveau 1, bien sûr, parce que c'était très réglo à ce moment-là. Jacques, t'as beau être bon, mais va faire ton niveau 1, sinon tu coaches pas à ma boxe. C'était un policier, enquêteur. C'est ça la race. C'est ça la race. Et puis après avoir coaché un peu, il était gars, si tu veux ouvrir une boxe, moi j'en ouvrirais bien une autre à Laval. Et vous mettez embarqué et tac. Et ton entrée au séminaire staff, elle s'est fait... 2010, j'ai commencé, je suis allé faire mon niveau 2. Ça, je raconte souvent cette histoire-là au niveau 2. Je suis allé faire le niveau 2 pour les mauvaises raisons. Ben, ça s'appelait le CPC à ce moment-là, Coach Prep Course. Je suis allé le faire juste pour avoir le papier. Ok. Je suis allé le faire pour le papier. J'ai amené 5 coachs avec moi. Je me suis dit, on va avoir le gym où tout le monde a le plus haut credential. Mais à ce moment-là, je faisais déjà les régionaux, je faisais déjà ces trucs-là. Donc, j'avais un bon ego. J'étais sur l'équipe canadienne en plus. Donc, je m'en vais là. Et je me fais défoncer par... C'était Chuck Caswell, Eva Claire, Mike Giantra. Et vraiment, moi, je pense qu'ils me font des blagues. Parce que quand je me positionne, exemple, pour mon overhead squat, ils rient de ma position. C'est vraiment comme, tu penses overhead squatter plus que la barre avec ça. Puis je veux dire, on venait de bien faire aux régionaux. Donc même les autres rient autour parce qu'ils pensent que c'est une blague. Mais ils sont sérieux. Hein. Puis après, dans mon coaching, ils étaient, il faudrait que tu connaisses les points de performance. C'est pas juste genre d'aller vite. Donc en tout cas, après la première journée, le samedi, je rappelle ma femme, Virginie, je dis, peut-être que je fais un mauvais choix je pensais à arrêter la voile, le ski. Moi, je coachais aussi, j'enseignais en ski, je donnais des niveaux 1 en ski. En voile, je donnais des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Puis je pensais, moi, aller à fond dans le CrossFit. Je dis, peut-être que je suis pas si bon que ça. Peut-être qu'il faudrait que je repense mes choix de carrière. T'sais. Puis elle me dit, c'est sûrement qu'ils comprennent pas ton accent. Parce que c'était tout en anglais, tout ça. Elle dit, retourne à la journée 2. T'sais. J'y retourne. Puis pour finir, Chuck, il m'a bien kiffé. Je parle avec lui, tout ça. Puis il dit, non, mais on a besoin de gens comme toi. Le lendemain, il m'envoie, est-ce que tu voudrais rentrer sur le Summer Staff? Mais moi, je pensais que j'avais été mauvais toute la fin de semaine. Mais je m'appliquais quand même à essayer de devenir meilleur. Peut-être que j'ai été chanceux parce qu'il cherchait quelqu'un qui était bilingue à ce moment-là, je sais pas. Le bon timing. Je sais pas, le bon timing. Mais c'est comme ça que je suis rentré sur le staff. Ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup des mecs qui ont été
importants dans mon développement dans le CrossFit qui finalement ont été, on leur a mis le pied à l'étrier au travers de Chuck. Donc Chuck, c'est l'un des formateurs les plus... C'est le formateur le plus expérimenté de chez CrossFit, hein. Il n'y a pas d'histoire. Je crois qu'il doit avoir accumulé l'équivalent de 500 séminaires à l'heure où on se parle. Donc il faut imaginer, hein, c'est 10 années de votre vie passées sur les routes, hein, c'est pas rien. Et parce que c'est aussi lui qui a mis le pied à l'étrier à Drake Slatky, tu vois, qui lui aussi, sans doute comme toi, avait pas la moindre idée ou ambition d'aller travailler pour CrossFit. Et c'est drôle comme ce truc, tu vois, de l'idée de l'audit du CrossFit HQ, c'est un truc qui est resté, tu vois, dans les mœurs. Moi, je sais, et ça ma grande désolation, quand je fous le pied dans une box où les gens ne me connaissent pas, je sens des fois qu'il y a des colonnes vertébrales qui se raidissent, ou, tu sais, et c'est pas forcément une question de crainte, parce que les mecs, franchement, ils peuvent en avoir complètement rien à secouer, hein, que je passe les voir, mais je sens que c'est pas vu comme quelque chose de nécessairement positif ou cool. Alors que la plupart du temps, quand je vais dans une box, c'est juste que j'ai envie d'aller m'entraîner. Et éventuellement, si tu peux me coacher, franchement, ça m'arrangerait parce que je bouge vraiment comme une pipe. Et il y a souvent ce truc où il faut un peu briser la glace avant que ça déroule. Et c'est rigolo, mais vraiment, faut... Vous avez une box et qu'un jour vous avez un mec du staff qui passe ou quelqu'un qui bosse chez CrossFit, dites-vous, l'affection ou la passion pour la méthodologie... c'est la même, hein, et en règle générale, quand il s'agit de venir s'entraîner, moi personnellement, je redeviens aussi débile qu'au premier jour. Donc je suis là, ok, c'est quoi le WOD sur le tableau, ok, c'est quoi le meilleur temps, sauf que maintenant je suis plus en mesure de le battre. et c'est un truc, qui reste. Ah, ok, c'est quand même cool. Moi, j'aimerais qu'on rebondisse sur un truc, c'est que tu as dit que, et d'ailleurs c'est valable pour tous les deux, toi tu as dit que tu avais été athlète entre guillemets professionnel dans une ou du moins Je pense qu'ils appelaient ça amateur parce que dans le temps, les Olympiques, fallait être amateur. Mais bon, on avait des sponsors quand même, mais... T'as dit en tout cas que tu étais athlète dans une équipe privée, en tout cas. Et dans une équipe nationale aussi. Dans une équipe nationale, mais tu avais aussi une équipe privée. Toi, tu as quand même été aussi mélo dans le... Je sais pas si on peut dire haut niveau, parce que quand on est dans la gym, il faut être sur liste, etc. Et que c'est peut-être pas quelque chose... J'étais dans une structure de haut niveau, ouais. J'étais en centre de haut niveau. Ok. Et du coup, donc, tous les deux, vous avez, dans d'autres activités que le CrossFit, vous avez vraiment connu le haut niveau. Et c'est marrant parce que voilà, le haut niveau n'est pas toujours synonyme de profession. Ah ça non. Rarement même, je crois. Enfin, en tout cas, moi, dans ma discipline, la gymnastique, déjà, t'es en haut niveau très souvent entre 15 et 19 ans. Alors maintenant, c'est encore un peu en train de changer. Les gymnastes sont un peu en train de se laisser vieillir et c'est cool. Tu vois beaucoup de gymnastes au JO qui commencent à avoir des 24-25 ans. Mais à mon époque, quand t'avais 20 ans, t'étais déjà une vieille gymnaste. Donc c'est clair qu'il fallait de toute façon penser à la suite parce que tu savais très bien qu'à 20 ans, ce serait fini, quoi. Moi, j'ai arrêté ma carrière à 23 ans parce que je suis devenue professeur des écoles et que quand tu peux plus t'entraîner 25 heures par semaine, c'est compliqué de garder un niveau... un niveau auquel tu peux faire de la compétition de haut niveau, quoi. Donc, à 23 ans, j'ai arrêté. Mais t'as quand même fait du coup 5 ans où, en même temps, tu t'entraînais, si c'est 25 heures par semaine, quasi temps plein, et où quand même t'étais à l'université ou à l'UFM. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. J'étais à l'université. C'était pas facile parce que du coup, l'université était loin de mon club, donc je devais trouver des stratagèmes. Je m'entraînais dans d'autres clubs qui pouvaient m'accueillir, mais c'était pas facile parce que du coup, j'étais pas avec mes entraîneurs. Donc, mon niveau commençait déjà à baisser un peu. Je pense que de toute façon, mon pic de performance, il a été à 16 ans. Et une fois que tu quittes le lycée et que tu arrives à la fac, t'es un peu laissé de côté, quoi. Enfin, c'est un peu difficile, quoi. T'arrives à l'entraînement, les filles, elles sont déjà là depuis 1 heure, toi. Faut que tu prennes ta voiture, que tu rentres, que tu les rejoignes. Et en fait, tu loupes un peu beaucoup l'entraînement, quoi. Ce qui n'est pas possible pour les autres filles, puisque, nous le rappelons, elles n'ont pas l'âge d'avoir le permis. C'est vrai. Oui. C'est vrai, mais c'est ce qui est difficile. Mais en même temps, je pense que c'est bon d'être dans des sports où est-ce que il y en a très peu qui vont être capables de faire ça professionnellement. Donc, ça te garde en tête que tu le fais parce que t'aimes ça. Puis quand t'aimes plus ça, tu feras autre chose. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, peut-être que c'est la génération Instagram, Facebook, tout ça. Maintenant, on voit qu'est-ce que les autres font. Puis on a tendance à se dire que la seule façon de faire du sport à haut niveau, c'est d'être à temps plein. Mais en fait,
la grande majorité des athlètes dans les autres sports, les sports qui sont olympiques, moi, pendant longtemps, j'ai travaillé. Hein. J'ai fait ça jusqu'à 29 ans. Je veux dire, à un moment, il faut que tu gagnes ta vie. Tu te dis exactement comme Melo a dit, ben, il y a un moment, ça va s'arrêter. Les sponsors, ils servent juste à peu près à te payer les compétitions et t'assurer que tu puisses vivre pendant le moment, mais tu t'amasses pas nécessairement plus. Mais même si sur le moment, tu trouves ça dur comme athlète parce que tu aimerais ça faire juste ton sport et être bien payé, ça c'est clair, je pense que tu deviens une meilleure personne et tu profites beaucoup plus. D'ailleurs, les anciens athlètes qui ont fait ça, d'habitude, ils restent fit toute leur vie s'ils arrivent à trouver quelque chose qui les passionne après. Après, la difficulté, c'est de trouver un truc qui te passionne. Mais parce qu'ils ne le font pas pour les mauvaises raisons. Parce que moi, à mon avis, si on ramène ça au CrossFit, mais que ce soit la voile, la gymnastique, tout ça, si ton plan pour faire de l'argent, c'est juste d'être athlète, je pense que tu passes à côté de quelque chose parce que premièrement, ça va devenir un travail, tu seras moins passionné. Deuxièmement, ta journée, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans ton entraînement ou dans ton sport, ta journée est foutue. Alors que si tu as un peu d'autres trucs, tu étudies, tu as des amis, tu as une passion pour potentiellement faire un travail ou quoi que ce soit, tu as quand même un tiers. Donc, si dans un tiers de ta journée ça s'est mal passé, il y a 2 tiers qui peuvent bien se passer. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est marrant, en plus je pense que c'est vraiment une question de tempérament, parce que Willy, par exemple, quand il était athlète vraiment en temps plein, il disait, bah, moi, la raison pour laquelle je vais faire cette énième session d'entraînement, c'est parce qu'en fait, moi, mon métier, c'est de m'entraîner, et que donc, si je fais pas ce truc-là, j'ai le sentiment de ne pas faire mon travail, par exemple, pas faire mon job, qui est un mindset que je comprends bien. Et en même temps, tu vois, cette année, Jacqueline Dahlström, pour reparler d'elle, donc c'est une athlète quand même de très bon niveau, qui a raté sa qualification aux Games l'année dernière de rien, et qui expliquait que du coup c'était une année de remise en question, où aussi il a fallu qu'elle repositionne sa pratique du CrossFit, sa vie, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas que la compétition et la performance, et qu'elle était quelqu'un d'accompli et d'apprécié, ou du moins qui avait de la valeur indépendamment de tout ça. Et c'est marrant, et c'est peut-être ce mindset-là aussi qui lui a permis, parce qu'elle était dans des situations très serrées, cette année de se requalifier au CrossFit Games, mais pareil, tu vois, à rien du tout. Et donc, ouais, effectivement, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a il y a un truc dans le monde du CrossFit, notamment, il faut bien le dire aussi, euh, pour les athlètes qui sont pas les tout meilleurs athlètes, qui devient parfois un peu dur à encaisser. Mais je crois qu'on peut faire des parallèles, hein. C'est comme dans le judo. Je veux dire, dans le judo, tu as un Teddy Riner. Tu vois, tu as un Teddy Riner qui a eu de la réussite sportive et professionnelle toute sa carrière. Et pour reprendre son expression, c'est pas pour ça qu'il s'entraînait pas à s'en faire saigner la peau des couilles. Voilà, c'est ce qu'il a dit la dernière fois qu'il a repréparé un peu son championnat du monde et sa dernière Olympiade. C'est pas pour dire qu'il a eu la vie facile, mais qu'à côté de ça, si par exemple le judo est un sport que vous connaissez, bah, y a plein de mecs de valeur, plein de mecs passionnés, plein de mecs qui travaillent dur, qui saignent le tatami et voilà, et qui malheureusement bah, n'iront nulle part, mais je pense pas qu'ils regrettent, tu vois, pour un sou, parce que ils ont fait un truc qui les passionnait de malade. Et je crois que dans le CrossFit, on commence à arriver dans ce scénario-là, où on voit des trajectoires, tu vois, se dessiner. Franchement, là, après avoir passé quelques jours à Lyon dans l'enceinte des semis, faudrait être complètement naïf pour pas voir que, notamment un garçon comme Victor Hofer, bah, il a un avenir sportif et professionnel brillant en face de lui, si, sans mauvais jeu de mots, désolé Guillaume, et si, Je savais même pas noter. bah ouais, moi j'ai noté, je suis désolé. Et voilà, il n'y a rien d'acquis parce que c'est demain ça peut se péter et tout, mais voilà, lui il a embarqué une ferveur incroyable pour tout un tas de raisons, certaines peut-être qu'il maîtrise, d'autres qu'il maîtrise pas, tu vois, c'est un peu le destin, mais que le destin de Victor, mais ce sera pas le destin de tous les Français ou de tous les athlètes, même ceux qui ont son niveau, tu vois. Et donc je crois il y a un truc parfois qui est dur à capter. Et je vois là, j'ai des conversations parfois délicates au sujet du French pendant quelques jours. Mais je crois qu'il y a un grand truc aussi qui est que c'est même pas parce que tu travailles dur, c'est même pas parce que tu es bon, c'est même pas parce que tu mérites
que ce que tu projettes d'accomplir va se réaliser. Tu vois. Et c'est une vérité. Tu vois, tu me disais un truc, tu disais, je crois que c'est aussi Maliolo qui disait qu'il faut accepter qu'on est ordinaire, c'est ça. Enfin, c'est pas pour dire qu'un mec qui j'ai parlé le son, mais cette espèce de mindset là. L'idée, en fait, ce que je trouvais intéressante qu'il amenait, c'est dès qu'on sent qu'on est spécial, c'est là que ça va se casser la gueule. Parce que ça te met un plafond. C'est la journée, puis on ne souhaite pas justement mais ce serait facile pour Victor de penser qu'il est spécial de tout le monde qui est... ça serait facile, mais justement, il a même dit, il était très bien dans tant que c'est pas fini, tant que c'est pas... Il faut se rappeler que t'es ordinaire, t'es un mortel, tu vas aux toilettes comme tout le monde, tu vas manger, je veux dire, et justement, tu saignes comme les autres, mais les autres aussi, ils saignent. Donc, se rappeler que t'es ordinaire, c'est la façon de faire des choses extraordinaires. C'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, mais c'est pas des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Et si tu commences à te dire, moi j'ai travaillé plus fort que les autres, tu penses que on te doit quelque chose. Ça, tu vas tout le temps être déçu, parce que tu le sais, professionnellement, sportivement, en relation, tout, personne te doit rien. La journée où tu penses que quelqu'un te doit quelque chose, tu vas être déçu. Et ça va mal se passer, ça va se casser la gueule. Et c'est là qu'on peut peut-être argumenter sur, il y a des gens qui vont le faire pour la mauvaise raison, potentiellement, parce que si tu l'as fait pour la raison que tu veux une reconnaissance, ou tu veux... Ça risque de moins t'amener des choses. Moi, je le dis souvent, quand je me présente dans les ateliers, tu sais, moi, j'ai raté 4 fois d'aller aux Olympiques. Pendant 16 ans, j'ai raté. Je pourrais être quelqu'un qui est pas content, je pourrais être quelqu'un qui est comme, moi, je suis désabusé, non, essaye même pas, ça vaut pas la peine. Pour vrai, franchement, c'était ça notre objectif. Et on n'est pas en train de dire que vous devrez pas avoir l'objectif d'être le meilleur. Parce que si tu fais une compé et que tu veux pas essayer de gagner, t'es pas au bon endroit. Mais il faut juste comprendre que tout le monde veut gagner. Sinon, ils sont pas au bon endroit, ils seront pas là l'année prochaine. Donc, tous ceux qui reviennent, que tu vois, ils sont comme toi, ils sont ordinaires, ils veulent gagner. Des athlètes ordinaires, c'est des gens qui veulent gagner. Des fois, tu gagnes, des fois, tu gagnes pas. Mais si tu le fais pour les bonnes raisons, tu vas apprendre plein de trucs. Et souvent, ça sera même dans une autre sphère. Tu sais, moi, ce que j'ai appris en voile m'a permis d'exceller en CrossFit, par exemple. C'est d'avoir des bonnes business, d'être au bon endroit au bon moment, de pouvoir... Et je l'ai appris en ratant plein de fois. Donc, il y en a peut-être en CrossFit qui, malheureusement, ça sera là qu'ils apprennent à rater. Mais après, ils deviennent extraordinaires comme teneurs de boxe, ou ils deviennent extraordinaires, complètement autre chose, astronaute, je sais pas. Et en plus, je crois, j'ai pas le détail de tes classements régionaux, mais quelque part, tu as aussi un peu ce destin-là par rapport aux CrossFit Games. Parce que je crois que tu as raté les qualifications des Games à chaque fois à rien du tout, quoi. Ils en prenaient... Moi, je pensais qu'ils en prenaient 3, je suis sur le podium, c'est bon, on va aux Games. Non, on en prend juste 2. J'avais même le kettlebell d'argent, là, tu sais, qu'ils donnaient pour les gens qui allaient au kettlebell. Et qui allaient aux Games. Non, régulièrement, mais à ce stade-là, si ça te fâche pas, t'es pas au bon endroit. Donc oui, c'est sûr que pendant 24 heures, t'es un peu fâché. Tu te dis, si j'avais levé le fichu thruster à 205, je serais aux Games. Tu pries pour que le mec, quand il pisse, ça devienne vert. Exact. Tu te dis... À ce moment-là, je me rappelle, j'étais tellement fâché que j'avais écrit personnellement à Dave Castro. Parce que l'année d'avant, il y en avait 6 pour le Canada. Cette année, il y en avait juste 4. Ok. Et la 6e qui s'était qualifiée, c'était Camille Leblanc-Bazinet. Et pour finir, elle avait fini genre 7e au Games. Ça avait été une entrée. Donc j'avais dit, tu vois, même le 6e est bon. Moi, si je suis 6e, genre, c'est quand même... T'étais déjà au staff à l'époque? Non. Ah oui, parce que je me disais, bonjour, c'est moi, Matt Dubrox, futur ex-employé. Non, mais pour être franc là-dessus, il faut donner à Dave. Il m'avait réécrit une super bonne lettre qui expliquait le processus de comment c'était, qui comprenait très bien que ça se pouvait que je finisse dans le top 10 aux Games, mais il était intéressé à trouver le meilleur. Ouais, ça, je pense. Ça, c'est... De toute façon, ne cherchez pas, si un jour vous avez envie d'argumenter avec un mec comme Dave Castro, dites-vous bien quand même que sa réponse à la plupart de vos questions sur les CrossFit Games, c'est on est là pour trouver le meilleur. Est-ce que c'est meilleur qu'à gagner? Oui, alors le reste, ça n'a pas d'importance. Et ça m'a calmé, mais de la bonne façon, hein, parce que j'étais comme, il a raison. C'est quoi le but des CrossFit Games? C'est trouver le et la meilleure. C'est parce qu'aujourd'hui, avec le temps qui passe, les gens voient les CrossFit Games comme étant une célébration, une compétition. Voir, ouais. Mais alors que c'est vrai que dans la base de la méthodologie, dites-vous, CrossFit, c'est
ok, on est du CrossFit, notre objectif, c'est d'améliorer le fitness des gens. À la différence des autres, on est capable, nous, de définir le fitness, et en plus, on est capable de le mesurer, parce qu'on veut toujours être en mesure d'expliquer que ce qu'on fait, on peut le back-upper grâce à de la preuve. Et non seulement notre objectif, c'est d'améliorer le fitness des individus, mais en plus, on est les meilleurs là-dedans. Et pour vous montrer qu'on est les meilleurs là-dedans, notamment parce qu'on est des généralistes, mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, eh ben, on va créer une compétition. On va même parfois inviter des gens qui viennent de l'extérieur, qui font pas de CrossFit, des fois qui nous amènent quelque chose qu'on ne fait pas et qui vaille la peine d'être incorporé. Et vous allez voir qu'on va les battre. Et donc les CrossFit Games notamment, hein, peut-être à la différence d'autres Rodon, à commencer d'ailleurs par le French, qui aujourd'hui n'a pas que cette dimension-là, même si on est content de savoir qu'il est le plus en forme, et ben, le projet de Dave Castro, quand même, chaque année, de la phase de l'Open, en passant par les quarts, puis les semis, puis les CrossFit Games, c'est trouver l'individu le plus fit du monde. Et il reshuffle ce truc-là tous les ans. C'est pour ça que des fois, il y a des mecs qui disent « Ouais, cette année, la programmation des Games, j'ai pas aimé. » Désolé, dès qu'un mec est négatif, je lui fais une voix de canard. Ok. J'ai dit canard. Ok. Mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que le test revient, et donc c'est pour ça que c'est un terrain d'expérimentation, et c'est un terrain pour prouver que ce qu'avancent les méthodologies est vrai, vérifiable, etc. Donc bref, donc ça c'est quand même un truc qui est très cool. Toi, de ton côté, Mélo, t'as fait du sport toute ta vie. Ouais. Ok. En plus, pas forcément dans les conditions les plus faciles, dans le sens où ton père, Patrick Patou, Patou que je salue. Fais-lui une dédicace parce qu'il écoute tous tes podcasts. Ah ouais. Patrick, sur l'épisode numéro 207 à 46 minutes 40, sache que je parle de toi et que vraiment... Je lui dirai. En gymnastique et en ski nautique, tu es vraiment l'athlète que je respecte le plus. Et quoi qu'il en soit, donc ton père, c'était ton entraîneur. Tu as fait du sport toute ta vie, 25 heures par semaine. Ok. Pourquoi tu continues à faire ça? Ça procure des émotions de fou, non? Enfin, moi, en tout cas, ça me procure des sensations incroyables. Quand j'étais gymnaste, c'était le moment avant qu'on se présente. Tu sais, t'as les juges, à un moment, ils ont fini de noter la gymnaste précédente, ils lèvent la tête, ils lèvent la main, et c'est à toi. Et c'est le moment où ils lèvent la main, ça me prenait au cœur. Et je me disais, ok, c'est maintenant. Tu t'es entraîné depuis 6 mois pour ce moment-là, sur la poutre. Puis ça revenait au sol, et au saut, et au bar. Et je retrouve ça en CrossFit, en fait. Le moment où le speaker, il dit 3, 2, 1, go. Ça me reprend au cœur. Et tu pars un peu dans cet inconnu. Tu montes sur ton agrès. Voilà, tu vas essayer de faire le mieux possible. Et ouais, il y a ce truc, c'est différent de la gym parce que là, j'ai mes concurrentes qui sont vraiment à côté. Et moi, j'aimais cette concurrence en gymnastique. J'adorais ça voilà, fallait battre l'équipe à côté, quoi. Je voulais qu'on soit les meilleurs. Je boudais un peu s'il y en avait une qui était tombée. Je boudais encore plus si c'était moi qui était tombée. Donc, j'ai toujours eu ce truc voilà, je m'entraîne pour la compétition depuis toujours. Pourtant, mes parents sont pas du tout dans la compète. Enfin, mon père est l'entraîneur, mais je veux dire, eux-mêmes, ils ont jamais aimé faire de la compétition. Donc, c'est pas eux qui m'ont dit, faut faire de la compétition, faut gagner ou quoi. Je sais pas. C'est un truc qu'on a, mon frère et moi. Et ouais, quand j'ai arrêté la gym, bon, j'ai eu besoin de couper un peu. Et quand j'ai rencontré le CrossFit, wow, je me suis dit, ok, c'est reparti pour un tour. Et ouais, ça m'a reprocuré les mêmes émotions, quoi. Et avec des mouvements, bon, qui sont similaires sur certains points. Donc, ouais, j'ai accroché direct. C'est marrant parce que je repensais à Flo, là, on en parlait tout à l'heure. Et on se disait que c'était vraiment un bon entraîneur. Moi, je trouve vraiment que c'est un bon entraîneur dans le sens... Et c'est pas pour lui enlever quoi que ce soit d'autre, mais j'ai vraiment vu, moi, un mec, là, pendant 2-3 jours, vraiment très orienté vers les gens qui étaient autour de lui et qui étaient en train de s'entraîner, et pas du tout sur lui-même. Alors c'est marrant parce que du coup, lui et moi, on passait pour les 2 mecs schlag de la salle. Je veux dire, Florent Paillasson, il a quand même fait les putains de régionaux, tu vois. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance, mais crois-moi, j'ai ciré le banc pour 2-3 équipes qui ont été aux régionaux, et donc tous les jours, on se jetait un petit clin d'œil et on se disait, bon, on se ferait pas un petit workout, donc l'air de rien, on s'enjaille. Mais malgré le fait qu'il ait fait les régionaux, c'est sûr que c'est drôle, je sens pas du tout que c'est un mec dans la compète. D'ailleurs, ça m'a fait hyper plaisir parce que, tu vois, moi je travaille avec Willy sur tous les projets liés à WIS Affiliate,
Alors que Flo, il a un truc avec Fit Process. On fait avec Willy, il gère de la programmation pour des compétiteurs. C'est pas un secret que Flo fait de même. Tu vois, mais du coup, nos rapports, ils sont toujours hyper sains parce que on aime le même truc, tu vois, lié au CrossFit. Et moi, c'est vraiment un truc auquel je crois. Je l'ai dit un peu sur le streaming live là, des demi-finales. J'ai dit, les gars, il faut vraiment sortir les doigts là dans toutes les grandes villes où il y a plein de box, plein de mecs et tout. C'est pas normal que ce soit à Lyon, dans une box, qu'il y ait une équipe, tu vois, qui performe. C'est normal parce que ils font ce qu'il faut pour. Mais il devrait avoir une équipe de Toulousains, devrait avoir une équipe de Parisiens, avec toutes les règles du rulebook qui franchement le permettent facilement. Bordeaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de box. Ils pourraient vraiment faire des trucs. Je veux dire, on pourrait vraiment bousculer le niveau du sport de CrossFit assez facilement. Bon bref, c'était mon petit truc, j'espère que ça finira par arriver. Et quoi qu'il en soit, toi Mélo, du coup, t'as repris goût à la compète, les choses en amenant une autre, t'as quand même des sacrées prédispositions et un passif incroyable. Là, tu vas aller faire l'équivalent des championnats du monde, entre guillemets, des masters en 35-39. C'est quoi la différence dans ton entraînement aujourd'hui si tu compares à ce que tu faisais en gym, par exemple? Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je m'entraîne pour moi. Je m'entraîne pour le plaisir. C'est un loisir. Avant, bizarrement, alors que j'avais 14 ans, c'était comme un métier. Je devais y aller. C'était comme ça. Je faisais partie d'une équipe et on avait des objectifs qui étaient pas les miens personnels, mais qui étaient ceux du club. Et voilà, on faisait partie d'une équipe de haut niveau. Fallait faire, quoi. Même les jours où t'avais pas envie, fallait y aller. T'avais pas le choix. Et il y avait beaucoup de choses que je faisais. Moi, je dis beaucoup, c'est pas bien. Il y avait des choses que je faisais à contre-cœur. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, hein, parce que c'était incroyable. J'ai vécu une adolescence incroyable, mais j'avais pas tous les jours envie d'y aller. Aujourd'hui, si je vais au CrossFit, c'est parce que j'ai envie. Et les jours où j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Ok, alors que pourtant j'ai des ok. Je me suis grave justifiée, genre ok. Et c'est pas parce que la boxe elle est fermée, ok. C'est pas la seule raison en tout cas. Non, mais je me rappelle, voilà, ça m'arrive c'est moins. peut-être parce qu'il y a de la course. Ok, quand il y a de la course, j'avoue. Tu vois, lundi, c'est Murph. Je n'ai pas envie de faire Murph. Tout à l'heure, ils ont été pendant 5 minutes, tous mes potes. Non, mais vas-y, c'est bon, ça te fera un entraînement de plus. Les gars, j'ai pas envie. Je suis désolée, je vais pas le faire. Donc c'est comme ça. Je m'oblige plus. Voilà, c'est la différence avec quand j'étais jeune. C'est qu'aujourd'hui, on m'obligera plus à faire des choses que j'ai pas envie. Peut-être parce que je l'ai trop fait quand j'étais jeune. Peut-être parce qu'aujourd'hui aussi, je veux que ça reste un plaisir et un loisir. Donc voilà, c'est la différence. Parfait. T'as le volume aussi. Ouais, oui, c'est sûr, le volume. Après, je pense que c'est parce que j'arrive à performer avec peu de volume. Et qu'en gymnastique, si tu t'entraînes moins de 25 heures, t'arrivais pas au niveau où, en tout cas, je voulais arriver. Donc ouais, je m'entraînais 3-4 heures par jour quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je m'entraîne 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Et avec le recul, si je peux c'est une vraie question ouverte. Est-ce que tu avais besoin de ces 25 heures d'entraînement parce qu'il te fallait un volume pour avoir une réponse genre métabolique, ou tu avais besoin de ces 25 heures parce que c'était le niveau de pratique nécessaire pour être capable de maîtriser notamment les figures dans l'espace. Ouais. Ce que je veux dire, est-ce que c'était dur pour est-ce que ça devait être dur à tous les niveaux, mais est-ce que les mecs cherchaient à améliorer ton physique au bout d'un moment, ou est-ce qu'ils cherchaient à améliorer ta capacité neurologique à utiliser ton corps? Je pense plus la capacité neurologique, surtout moi, le physique, il est arrivé très vite. Hein. À 13 ans, on m'a arrêté la muscu. À 13 ans, on a dit, ok, ton physique, il est déjà trop... Enfin, j'étais trop volumineuse, j'étais trop musclée. Apparemment, je mets des guillemets parce que on saura jamais, mais j'étais la moins souple du groupe et apparemment c'est parce que j'étais trop musclée pour être carrément trop souple. Donc non, je pense qu'en gymnastique on s'entraîne énormément parce que tu fais des choses incroyables et il faut les faire à la perfection. Donc il faut répéter. C'est pas intense, hein. Tu passes une fois toutes les 3 minutes sur ta poutre. Mais il faut qu'à chaque fois, ce soit la meilleure répétition possible, quoi. Que t'aies pas bougé un bras, que t'aies pas bougé une jambe, que tes 2 jambes elles soient tendues. Et si c'est pas bon, on refait. Il faut que dans ta tête, ce soit sûr que le jour de la compétition, quand t'arrives, t'aies pas de doute. Parce que si t'as un doute, tu vas tomber. Donc il faut que toi-même, tu sois persuadé du fait que tu sais faire tes éléments et que ça va le faire, quoi. Donc pour ça, il faut énormément de répétitions et voilà. Mais c'était cool, hein. J'ai adoré, hein. Et aujourd'hui, tu serais capable de te réenvoyer le même volume? Oh non.
Non, je pense pas. Je pense pas parce que je vois pas l'intérêt, parce que là j'arrive à performer, je mets des guillemets à performer, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire en tout cas, avec le volume que je fais. Donc franchement, non, je m'en mettrai pas plus parce que après je sais que je vais perdre du plaisir et c'est vraiment pas mon ambition. J'ai 36 ans et je veux faire du sport pour mon kiff. C'est tout. Et tu fais le haut de la boxe. Je fais le haut de la boxe tous les jours, de 18 à 19h. Et voilà. Mais là, cet été, je vais faire un peu plus quand même pour me préparer au game. Quand même. Parce que mine de rien, quand j'arrive en compète, ok, j'arrive à tout faire. Mais le jour 2 de la compète, le jour 3 de la compète, bon, ça devient dur. Au haut d'Appaloosa, j'ai eu du mal parce que, en fait, en 3 journées de compète, je fais autant de volume que ce que je fais normalement en une semaine, voire une semaine et demie d'entraînement. Et donc, mon corps, il a du mal à gérer quand même. Donc, généralement, au jour 2, mon corps, il commence à dire « What the fuck ? T'as mal partout !» J'ai plus d'énergie et je le vois, je performe moins. Et c'est dommage. Donc, j'aimerais qu'au Games, j'aimerais pas avoir cette sensation. Je l'ai pas trop eu au French, là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on avait que 2 watts par jour et que le volume était peut-être un peu plus bas. Et c'était cool, en tout cas pour moi, c'était très très bien. Je me suis pas sentie démunie le jour 2 ou le jour 3, donc franchement, c'était cool. Il y avait cette volonté, de toute façon, pour le French Open cette année, il y avait une double volonté. Il y a cette volonté de limiter relativement le volume. Et ça, finalement, ça faisait aussi suivre la ligne directrice des CrossFit Games. Parce que là, sur les demi-finales, quoi qu'on en pense, les athlètes, même individuels, n'ont pas eu un volume énorme. Et ça enlevait rien au test. Et en plus, ils ont eu un volume crescendo. Jour 1, un event. Jour 2, 2 events. Jour 3, 3 events. Ce qui fait qu'au final, sur ton dernier jour, déjà, en termes de suspense, c'est vachement mieux, parce que tu as 300 points à prendre dans la journée, et du coup, il se passe plein de choses, mais qu'en plus, les mecs arrivent relativement frais, finalement, sur la ligne de départ. Donc, il y a toujours cette ligne directrice, nous, on regarde beaucoup. Okay, et c'est marrant, parce que on regarde beaucoup ce que fait CrossFit, mais l'air de rien, CrossFit regarde aussi ce qui se passe dans la communauté. Preuve en est, sur CrossFit.com, pendant des années, on a travaillé en 3-1, 3-1, et là, aujourd'hui, on travaille en 3-1, 2-1, ce qui veut dire, une nouvelle fois, que... on récupère encore plus, en théorie, quand on fait le programme correctement. Et puis la deuxième chose, c'était aussi, on va pas se mentir, c'était la volonté de créer une synergie au sein du French entre tous les participants, peu importe leur catégorie, notamment en leur donnant l'opportunité d'aller observer les WOD des semis, et donc de priver personne de la capacité d'aller voir la qualification de Claudia et de Victor, hein, qu'on félicite encore, et qui ont vraiment fait briver la LDLC. Et donc il y avait un petit peu cette recherche-là, et puis une contrainte aussi technique, qui était quand même de faire passer beaucoup d'athlètes sur un seul espace, parce que cette arène de la LDLC, qui est fantastique, hein, vraiment c'est Paris-Bercy, moi qui ai commencé le French dans le parc de la Villette, je peux vous dire que jamais j'aurais pensé qu'on aurait une arène comme ça, ou alors on en parlait il y a des années comme étant, comme quoi ça relevait du fantasme, mais obtenir cette arène en 2024, année des Jeux, où tous les sites sont verrouillés, où les sites qui ne sont pas verrouillés sont dits de réserve, donc ils sont verrouillés à nouveau au cas où les sites premiers soient pris, et de tout ce qu'on a pu visiter, hein, parce qu'on a visité des trucs dans 5 ou 6 villes différentes. Franchement, c'est le meilleur site qu'on ait trouvé, mais qui n'était pas aussi versatile, par exemple, ou dans le sens polyvalent que le Vélodrome, qui nous ouvrait des grands espaces et tout. Donc il fallait faire passer nos athlètes, leur permettre d'avoir un volume qui soit cohérent par rapport à la méthodo, leur permettre de pouvoir aller voir et profiter des semis, parce que c'était une grande avancée pour le sport de CrossFit à l'échelle européenne, mais aussi et surtout pour la France, on va pas se mentir, et en même temps utiliser une structure qu'on avait et qui n'était pas extensible à l'infini. Et donc au final, ça a permis ça. Moi je pense que on verra comment est-ce qu'on s'entraîne cet été là, quand on sera à CrossFit Porto Vecchio, la meilleure boxe du monde de la Corse. Si vous êtes en Corse, même si tu es en Sicile, même si tu es en Italie, tu prends le bateau, tu vas à CrossFit de Porto Vecchio et tu viens t'entraîner avec nous. Donc on fera, c'est sûr, un peu plus de volume, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, une compétition de CrossFit, c'est une épreuve de résistance aussi et d'endurance. C'est-à-dire que c'est la différence entre un WOD. T'es là, l'idée du CrossFit, c'est de se dire, ok, il faut que tu sois prêt à faire face à l'imprévu, l'imprévisible maintenant. Ça risque d'être court, intense, de ne pas l'avoir préparé, donc il n'y a pas de souci. Une compétition de CrossFit,
ça a aussi cette idée que bon, il y a cette résistance qui va rentrer en ligne de compte et qu'on va y aller, mais je pense aussi que le volume en plus qu'on va faire, il va aussi être très orienté sur tout le côté neuro qu'on a évoqué, que tu avais de la gym, pour améliorer des choses comme le rameur par exemple, comme les ring muscle up qu'on a bossé un peu cette semaine et tout, et moi je suis persuadé que les gros bénéfices qu'on aura en termes de résultats mesurables dans l'instant, oui, tu auras amélioré ta résistance musculaire à la sortie de l'été et tout, j'ai aucun doute là-dessus, mais je pense que ce sera, même ça, ce serait une adaptation qui se fera entre tes deux oreilles en termes de confiance à faire face aux events, mais je suis par contre intimement persuadé qu'en 2 mois, ce qu'on aura amélioré plus, c'est de la technique, du placement, et que ça va se transférer en termes d'accomplissement de tâches, quoi. J'ai l'impression que Mathieu avait envie de dire un truc. Ouais, je peux dire un truc si tu veux. Dans le fond, quand t'as pas beaucoup de temps, il faut plancher sur les adaptations neurologiques. Parce que 2 mois, qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Surtout quand t'es rendu qualifié aux Games, où est-ce qu'on s'entend, les améliorations organiques vont être marginales. Est-ce que tu vas rajouter 15 kilos sur ton back squat? Je doute. Ça va prendre plus longtemps. Donc, moi, je le vois vraiment comme t'as pas assez d'argent pour t'acheter l'iPhone 15. T'as un iPhone 12. Ben, qu'est-ce que tu fais? Apprends à utiliser Photoshop. Je veux dire, si tu veux des meilleures photos, tu vas pas pouvoir changer la qualité de la caméra avec laquelle tu l'utilises. Mais tu peux apprendre à utiliser un programme un peu mieux. Donc, c'est un peu le même principe. Tu peux pas avoir des plus grosses cuisses, tu peux pas avoir plus de stamina, exemple, dans les épaules. Ben, peaufine la technique pour pouvoir mieux faire avec un vieux truc. Mais c'est ce principe-là. Puis après, c'est sûr qu'à long terme, sur l'année, ben, change de iPhone. C'est l'idée. Mais c'est comme ça que je le vois. Puis nous, on fait souvent des niveaux 2, tout ça. C'est ça l'impact qu'on a sur les participants, en fait. C'est de leur apprendre à la personne qui est devant toi. Tu peux pas changer son corps instantané comme ça, là. Mais tu peux changer ce qu'ils font avec. Mais pour les athlètes, je pense qu'ils oublient beaucoup souvent que c'est pas nécessairement un volume de force, d'endurance, tout ça. C'est un plus grand volume, oui, mais de comment utiliser ce que tu as. C'est vraiment ce truc. Après, une nouvelle fois, voilà, la haute intensité, c'est le meilleur truc en termes de retour sur investissement. Ça marche. Et ensuite, embrasser la basse intensité pour faire plein de trucs, mais notamment de la technique. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pas un secret, mais moi, c'est pas que je suis pas un grand fan de la zone 2. Je suis persuadé que ça marche et que c'est hyper intéressant, mais je me dis que ça s'adresse à vraiment une quantité marginale d'athlètes qui ont la chance, tu vois, d'avoir du temps à y consacrer. Et c'est une belle chance pour eux et ça peut leur ramener plein de choses. Maintenant, même là, quand je programme moi, pour les masters, je t'avoue que très souvent, dans le travail accessoire, il peut être proposé, quand c'est une adaptation de WISAThlète, par exemple, de la zone 2, c'est le premier truc que j'enlève. Tu vois, parce que je dis, attends, c'est que des mecs qui bossent, tu vois, qui ont des vies de famille et tout, ils ont envie de performer et de s'enjailler fort, de quoi ils ont besoin? Ils ont peut-être besoin de plus de travail en inversion qui va challenger, tu vois, leur mobilité d'épaule que d'un travail métabolique qui peut être intéressant mais qui pourrait faire en plus parfois autrement, avec surtout s'ils ont un mode de vie qui est plus ou moins actif et tout de la zone 2 dans ton quotidien, tu peux en avoir plein. Et des fois je dis en rigolant, même dans un cours de CrossFit en vrai, quand c'est fait correctement, 50% de ton cours, tu devrais le passer en zone 2, tu vois. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on a fait, la technique sur le push-press, sur les lunges, sur les handstand push-up, je pense que la plupart du travail qu'on a effectué aujourd'hui, c'était typiquement là-dedans, quoi. Mais donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Et donc, si vous écoutez le podcast et que vous aimez vous entraîner, que vous avez envie de performer, la leçon à en tirer, c'est, franchement, ne pensez pas que le volume d'entraînement est le truc numéro 1 sur lequel vous devez agir. En vérité, c'est, comme a dit Mélo, avoir un environnement. On a pris l'exemple de Genas, mais des box extraordinaires, il y en a plein. Hein. Le preuve en est, elle a la CrossFit One Zone. Tout se passe très bien. Moi, j'étais à CrossFit Laval. Quand j'avais passé la visite à Matt, c'était un gym extraordinaire. Mais en tout cas, un lieu où vous avez plaisir à vous entraîner, où vous avez un collectif autour de vous, où vous avez la chance d'avoir un entraîneur qui s'occupe de vous, c'est la base. Et ensuite, si vous avez la chance d'avoir l'opportunité de monter le volume, n'oubliez pas de vous focaliser d'abord sur ce qui se passe dans votre tête en termes de technique pour utiliser ce que vous avez déjà, et qu'ensuite, tout le reste,
bah, c'est de la suroptimisation. C'est sûr que c'est très bien et que ça peut très bien fonctionner, mais qu'une nouvelle fois, ça va concerner qu'une partie toute marginale, ok, des pratiquants. Et que ça vous empêchera pas, quoi qu'il en soit, de réaliser vos objectifs hein, pour la plupart d'entre eux. Et je veux dire, ça se voit, tant et si bien qu'au French comme en d'autres compètes, si on prend l'exemple des Masters, c'est quand même les mêmes mecs, tu vois, qui sillonnent, tu vois, les compétitions. Il y avait Mathieu Montes qui était sur le terrain du French. Et je disais, putain, c'est incroyable, t'es quand même le premier vainqueur du French édition 2012. Ok, et on est en 2024, gros, et t'es toujours là dans la zone d'échauffement. C'est incroyable. Je pense qu'il a dû en manquer peut-être 2, tu vois, Matt, depuis le temps. Donc, non, vraiment, c'est impeccable, impeccable. Cool. Et bah, je crois qu'on est pas mal pour cet épisode de podcast complètement improvisé sur cette magnifique table alinéa d'un cachet absolument fantastique. Dis qu'elle vient d'un... Elle est belle la table quand Ah même. oui, mais vas-y, tu l'as dénigré un peu là. De quoi? Non, franchement, t'es une super belle table. Je l'ai fait faire sur mesure et tout. Pour, Est-ce que surtout les gens ont vu l'arrière-plan? de quoi? Celui-là, là. Porto Vecchio? C'est ça qui est important. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris que s'ils devaient aller à CrossFit Porto Vecchio, Ouais, c'est clair. ok, c'est qu'ils n'ont pas capté, ok. Mais Il oui, faut commander aussi dans les restaurants des planches de charcuterie Ah ouais, corse. les planches de charcuterie corse, la base. oui, c'est la base. Bon, pas pour tout le monde, mais c'est la base. Pourquoi pas pour tout le monde? Bah, des gens qui mangent pas de charcuterie, tu sais. Ouais. Les pauvres. Quelques-uns. Ils perdent. C'est ce qu'on me dit quand je dis que je ne mange pas de C'est poisson. poisson. Qu'est-ce que tu perds? Bah, vous savez quoi, la charcuterie. Un bon sanglier, là. Pas, tu vois, ça met de l'équilibre dans le monde. Ok. Voilà. Qu'il soit rond ou plat. Exactement. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne mangent ni poisson, que tu vois, ni Ni charcuterie. Ouais, hein, mais il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui se foutent de la compétition aussi, hein, ça va. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Ellie? Bah, moi, j'en ai rien à foutre. Non, mais en vrai, je sais que c'est paradoxal parce que je suis le mec qui commente quand même les grosses compétitions. Donc, en fait, moi, ce que j'aime commenter la compète, j'aime raconter les histoires, tu vois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le pire truc pour moi, c'est le premier jour de compétition parce qu'en fait, pour l'instant, il se passe rien. C'est qui le fucking héros, tu vois? Qu'est-ce qui va embarquer le truc? T'as pas d'histoire à raconter, t'as pas de légende à créer. Et c'est pour ça que c'est intéressant, on parlait de Victoire tout à l'heure, ou de Jacqueline Dahlstrom, ou de plein d'autres, c'est qu'en fait c'est bien, c'est fun quand t'as une histoire. Par contre, à partir du moment où il y a une histoire, là tout d'un coup c'est intéressant. Et en fait, j'aime la compétition parce que voilà, j'aime suivre l'histoire, tu vois, la raconter et me dire peut-être que j'embarque des gens là-dedans. Mais en vrai, de vrai, quand on dit j'aime pas la compétition, j'en ai rien à foutre, c'est que moi par exemple, tu me mets sur un terrain de compétition, mais genre... tu me mettras pas une pression Ah ouais. à me dire ouais vas-y Il est chiant. il faut que tu gagnes ou je sais pas quoi. J'ai essayé, hein. je l'ai obligé. Une fois, je lui ai dit, on va faire une compète. Non. Si. Non. Je dis, de toute façon, on est déjà inscrit. Et le jour J, j'étais là, vas-y, on y va à fond. Non. Sa stratégie, c'était on y va doucement. C'était vraiment la stratégie, quoi. Alors attends, si je puis me permettre, là je passe pour un bolos qui connaît rien à rien. Pas du tout, mais genre... Excuse-moi, est-ce qu'on n'a pas manqué de la gagner cette compétition? Non, on a manqué. Ok. Est-ce qu'on a manqué de la gagner aussi parce qu'une gonzesse elle n'arrivait pas à pédaler sur le back air? Ah bon? Est-ce qu'on peut refaire le match 15 fois? Depuis quand c'est ma faute? Parce qu'on peut refaire le match 15 fois. Non, bah, je pense que c'est plutôt parce que t'arrivais pas à faire des burpees over the... Ah ben oui, mais parce que moi, qu'est-ce que j'avais dit? Doucement. Ouais, doucement. Doucement. Jour J, on y va Doucement. pas doucement. Donc il va falloir qu'on fasse une compétition à 3 peut-être. Oh là là, mais tu vas pas supporter là, avec lui. Alors là, tu pourrais, mais en plus, elle est mauvaise. Parce que j'ai fait les Marseille-Rodon avec elle, on Ah ouais, était c'est avec vrai. Christophe Bénard, Non, c'est etc. vrai, c'était cool à cette époque-là. Bien sûr. Est-ce que moi je flanche? Non, tu flanches pas. Moi, je flanche pas, mais simplement, je dis que j'ai un Nokia 3310 et t'es un iPhone 12. Ok? Et Que 12. bah, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, et t'as même pas relevé, on recommence pas. Ouais. Ok? Donc, en Ouais, tant- parce qu'on est master. Tu sais. Voilà, Ouais. exactement. Donc, en tant que Nokia 3310, Mhm. ok, on peut passer un appel, on peut envoyer un SMS, tu vois, mais Il faut appuyer sur le 1 3 fois pour faire la lettre C. C'est clair. Exactement. Mais par contre, ma batterie dure plus longtemps que la tienne. Ok? Et ça, c'est un fait. Et donc, du coup, au final, la question, c'est de savoir si on va être en mesure de gagner ou pas, et on va gagner. L'analogie du téléphone est bonne, hein, parce que un pense qu'on bon va la garder. compétiteur, en fait, c'est comme dans l'iPhone, quand est-ce que il vous reste moins de 20%, est-ce que vous voulez aller en mode
Ouais. batterie, tu sais, saving battery, un bon compétiteur, il dit non. Je continue jusqu'à ce que ça arrive à 0. C'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'on en parle de cette histoire de compétition à 3. Il va falloir s'y mettre. Pas de trucs à 3, on a essayé d'entamer des conversations et tout. Bah, tu vois, il y a plein de trucs pour lesquels je dis non, mais la compétition à 3, je suis pas contre. Ok. On doit se faire les Corsica Battle une fois à 3, juste pour aller Il y a encore. une équipe à 3? Ouais, je crois, 2 hommes, une femme. Oui, moi je l'ai fait 2 hommes, une femme. Ah ouais. Mais bon, moi j'y vais surtout pour manger de la charcuterie, je vous le dis direct. Moi Ok, aussi. très bien. Mais Ellie veut y aller en mode relax. Okay. Charcuterie, Moi, je relax. suis toujours en mode Rex. Mais en plus, en vrai de vrai, sur l'histoire de la compète. Il l'a pas digéré. Ah ouais, mais quand elle a dit, ça te traduit, c'est d'aller lentement. Non. Aller lentement, c'est ce qui va se passer dans les faits. Moi, dans mon esprit, je suis vif argent, je suis là, et après, ce qui se passe sur le floor, bon, ça c'est. C'est en plus, il autre fait des chose. gestes sur le Il est floor. en ralenti comme à Baywatch. tu sais. Ah bah, Ouais, exactement. c'est ça. Exactement. Puis tu sais, si je lui dis vas-y, on y retourne, il me fait des gestes comme ça. Genre, reste tranquille. Je suis comme à l'open, quand les gens ils essaient de m'encourager, je dis non, mais n'essayez pas de m'encourager, c'est vraiment gentil de votre part. Mais là, en fait, je suis déjà au 36e sous-sol. Je vous assure que je donne mon max. Piano. Non, en vrai, on va pas se mentir. Ce qui fait que je ressens pas de stress et d'adrénaline en compétition de CrossFit, c'est juste parce qu'à cause de l'ancien taf que j'ai fait, j'avais des raisons beaucoup plus valables de ressentir du stress et de l'adrénaline et que j'ai jamais fait le transfert, tu vois, par rapport au sport. J'aime le sport, je suis content d'être opposé à d'autres personnes, je vais faire de mon mieux, mais franchement, c'est vrai que pour moi, la fin de la compète, ça conditionne absolument rien par rapport à, tu vois, l'image que j'ai de moi ou au plaisir que je prends à m'entraîner. J'en ai rien à foutre. Parce que j'ai toujours cette espèce de conviction où je me dis, c'est une expression que j'adore, où je dis, oui, t'as fait ce que t'avais besoin de faire, mais enferme-moi dans le noir avec toi dans un container pendant 1 heure et on verra qui sort en vie. Ce qui est une référence d'un épisode de The Shield, tu vois, où il y a 2 dealers qui arrêtent pas de s'embrouiller et à un moment donné, ils disent, bon les gars, on va vous mettre dans un container, tapez-vous dessus, ok, parce que vous commencez à nous emmerder et on en a marre de vos engueulades. Et il y en a qui tuent carrément l'autre. C'est comme ça, en sortant. Et du coup, les gars sont là. Ah bah, c'était pas le truc qui était prévu. Mais voilà, mais du coup, je suis vraiment content parce que les rares fois où on me traîne à faire une compète, et peut-être que j'en ferai plus l'an prochain parce que pour des raisons X ou Y, je vais avoir peut-être plus de week-ends de libre. Ok. Ok, donc à partir de ce moment-là, moi, mon but c'est de connecter avec la communauté. Et quand tu m'as emmené presque de force au Mondelez Rodon, tu vois, pour citer que ça, moi j'étais vraiment, la compétition, je n'avais rien à foutre, mais vraiment rien. Mais dans le sens où voilà, j'étais juste là pour passer un bon moment et kiffer. Mais par contre, j'étais vraiment content de connecter avec des gens qui n'étaient pas forcément des coachs, qui étaient des pratiquants, et ça m'a quand même fait une bonne piqûre de rappel que les gens qui font de la compétition, et pas, tu sais, eux, contrairement à moi, le truc, ils le prennent vraiment au sérieux, ils le font avec beaucoup de générosité, tu vois, beaucoup d'authenticité, et je me suis dit, ah ouais, et que donc, il faut quand même pas zapper ça, et il faut faire le max pour le respecter, tu vois, et ça, une nouvelle fois, tu vois, ces derniers temps, là, ces derniers jours, j'ai eu 2-3 conversations ou 2-3 échanges de commentaires sur ce truc qu'on appelle Instagram, au sujet du French, et notamment la compétition côté communauté. Et je tiens à dire vraiment que, je veux dire, pour ce qui me concerne, c'est pas que les autres pensent pas comme moi, mais je ne peux m'exprimer que pour moi-même. Mais moi, j'aime le feedback, tu vois. J'aime le feedback, j'aime les retours, j'aime croire que peu importe ce qu'on a fait, peu importe les 7000 personnes qui scandent le nom de Victor Hofer ou Claudia Gluck parce qu'ils se qualifient au CrossFit Games, en fait, il y a des gens qui auraient aimé avoir une expérience encore différente, encore meilleure, etc. Et franchement, moi, j'embrasse à fond le challenge. Je me dis, ok, c'était bien, demain, il faut que ce soit mieux. Parce que je trouve la communauté, elle grossit, et parce que c'est ce qu'elle mérite, et parce que moi, en toute transparence, le CrossFit m'a beaucoup donné, et que j'essaye de lui rendre, tu vois. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Par contre, tu vois, je déteste qu'on sous-entende que d'une manière ou d'une autre, indépendamment du résultat, le projet initial n'ait pas été de faire avancer le schmilblick et de faire kiffer les gens à 1000% pour faire avancer l'histoire du sport de CrossFit, la méthodo, le sport en lui-même, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte, les pratiquants ou les membres de la communauté, parce que c'est normal, on ne partage pas tout, mais c'est un univers très fragile et il faut vraiment aller de l'avant pour que vraiment ça tienne. Et ça, tu vois, c'est un truc vraiment qui m'insupporte.
parce que voilà, parce qu'il y a rien de plus faux, quoi. Donc prendre de la critique, des retours, de la conversation. J'adore parler, la preuve, j'ai un podcast avec grand plaisir, et affirmer auprès des gens que on prend bonne note, que parfois on s'excuse quand on a fait des erreurs, pour reprendre l'histoire de la signalisation là, autour du lac où c'est sûr qu'il y avait un truc, et qu'on va revenir meilleur et qu'on va donner plus et mieux dans les années à venir, ça à 1000%. Mais croire à un seul instant que depuis 12 ans, il y a même ne serait-ce que 5% de ton être sur les French Rodon qui a pour ambition de faire un truc qui dessert la communauté du CrossFit et qui est respectueuse envers les gens, que ce soit des athlètes, des bénévoles ou ne serait-ce que des simples spectateurs, franchement c'est méconnaître, tu vois, l'histoire de la compétition, et puis même au-delà de ça, l'histoire des forces qui se sont mises en place pour faire avancer le CrossFit, parce qu'au final, quand même si tu connais pas toutes les histoires et toute la culture, quand tu aimes vraiment le CrossFit, quand tu vas dans un bon endroit, quand tu vas à CrossFit Laval, quand tu vas passer une tête à CrossFit Louvre, ou à CrossFit Lutèce, ou à Wiz CrossFit, ou à Genas, ou que tu fais les Marseille Rodon, ou que tu fais ce que tu veux, tu vas peut-être faire les Mayennes. Là, les garçons qui organisent les Mayennes, ils sont venus nous filer un coup de main pour le montage. Franchement, et les mecs, la journée qu'ils ont passé avec nous, ils venaient juste faire la compète. Ils sont venus spontanément nous filer un coup de main. Franchement, les gars, ils ont battu un travail absolument incroyable. Et donc, bref, toutes ces forces-là, tu peux pas croire que les gens qui sont lancés dans ce type d'initiative, en fait, ils pensent à mal, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'était pas un coup de gueule, mais c'était juste pour vous dire, en tout cas, voilà, ce que moi, mon ressenti à moi. Et voilà, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez toujours m'envoyer un message perso ou me passer un coup de téléphone, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai mon téléphone rapidement. Mais voilà, et ça m'évitera de répondre à des choses plus ou moins acides sur les réseaux, sans compter que moi, si je réponds de manière acide, après, c'est moi qu'on va considérer comme étant le méchant, parce que comme m'a dit Adrienne Bozeman en 2018, ok, n'engagez pas sur les réseaux sociaux. Et la tradition du podcast du French, podcast du Shaker Show, les gars, excusez-moi, c'est de finir avec des recommandations. C'est-à-dire que les mecs qui écoutent les podcasts, ils tiennent pendant 1h10, 1h17 même, soit pour que je dise le mot gland, j'expliquerai pourquoi après, soit parce que ils aiment bien avoir une reco de la part des invités ou des intervenants du French. Du French du Shaker Show, je vais avoir du mal. Cette recommandation est peut-être de tout ordre, ok, culturelle, musicale, sportive. Et donc, je vais laisser à chacun l'opportunité de partager sa reco. C'est quoi ta reco, Andrea, Annie? Moi, j'en ai 2. T'en as 2? Vas-y, tu peux le dire, faut juste parler dans le micro. Alors, ma première reco, c'est un comique que j'ai découvert sur Comedy Class. Il s'appelle Adel Fugazi. Il est génial, on est allé le voir hier en vrai. C'est du gâteau. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Si vous avez vu Comedy Class, vous comprenez cette vanne. Et hier, on est allé le voir en spectacle, en vrai de vrai, sur... Il tanguait. Ouais, on était sur une péniche à la Nouvelle Scène. Vraiment excellent, le mec, et très sympa. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à le suivre sur Instagram parce qu'il est même très drôle. Et j'ai quand même une deuxième recommandation. Je ne pourrais pas faire un podcast sans en parler, bien évidemment. Si vous ne savez pas quoi écouter pendant que vous prenez la voiture, pendant que vous entraînez, pendant que vous allez aux toilettes, écoutez toujours du Gims, les gars. Mais quoi, je t'ai obligé. Je me disais, elle est bien, elle va me faire une pub pour un de mes podcasts. Oui, bien sûr aussi. Écoutez Ellie, bien sûr. Tu vois, c'est pas comme si elle avait 300 000 followers et qu'elle partageait pas jamais aucun de mes putains d'épisodes. Je me suis dit, peut-être celui-là, elle va le partager, tu vois. Tu vois, la meuf est là, elle est bien peignée. Tu vois. Bien peignée. Bien sûr. Et bien sûr, troisième recommandation, n'oubliez pas de toujours écouter les podcasts de The Shaker Show. Pas mal. Mais moi, j'ai déjà les podcasts H24 à la maison. Ta vie, c'est un podcast. Dans ma vie, je vis dans le podcast d'Elie Margerin, donc à un moment donné, je peux pas tout écouter, tu vois. T'imagines, j'écoute Elie à la maison, j'écoute Elie en voiture, j'écoute Elie quand je fais caca. C'est bon, à un moment donné, tu peux plus. Ah, il décolle enfin ce podcast, là, ça y est, on est enfin dans ce point d'attendre 1h17. Pour qu'elle dise le mot caca. Ah ouais, exactement.
C'est que je déteste ça. Il y a des mots que j'ai pas le droit de dire et ce mot fait partie du vocabulaire à proscrire. T'as vu, je passe pour un tyran maintenant, ça y est, je vais devenir un symbole du patriarcat, tu vois, qui dit non, t'as pas le droit de parler d'excréments, tu dis ce que tu veux, André a dit, ok, c'est 2024. C'est à toi de voir où t'as envie d'amener ton humour, c'est pareil. Ah, tu connais mon humour. D'ailleurs, tout à l'heure, t'as dit dans les commentaires que tu voulais que les gens écrivent des blagues. Ouais. Moi, je voudrais quand même en dire une. Tu connais mes meilleures blagues. Matt, tu connais les blagues de Melon et Melèche? Non. C'est vrai? Non. Waouh, on est reparti pour 30 minutes. Non, parce que, bon, je t'en fais qu'une. Laquelle? Putain, je sais pas. Voilà, je suis en stress. Melon et Melèche, c'est vraiment mes blagues préférées, ok? Ah, je suis stressée, je sais pas laquelle faire. Ok, c'est Noël. Melon et Melèche font le sapin. Melon accroche les guirlandes. Melèche les boules. Voilà. Est-ce qu'il a compris? Oui. Oui, il a compris, bon. Il est québécois, il est pas teubé. Mais dès comme ça, Matt, en fait, c'est comique de répétition qui est vraiment drôle parce que j'en ai 15. Et même, j'en invente. Enfin, bref. Voilà, c'est mes blagues préférées. Les melons et melèches. J'ai déjà écrit un livre de blagues, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, j'ai essayé. Ah, c'est incroyable. Tu sais que je vais faire du stand-up, moi, cette année. Hein. C'est ça, j'ai hâte. Mon projet. Ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il faut... Ouais, l'école de l'humour Margerin. Ah ouais, bah attends, avant de prétendre faire le professeur, j'aimerais bien faire l'élève, d'accord, donc voilà. Bientôt, le Élie Margerin. Setup, punchline. Ah, t'as vu? Setup, punch, ça c'est sûr. Bientôt on ira te voir sur une péniche. Hein. Je serai peut-être la première partie d'Adèle Fugazi. C'est quoi ta reco à toi, Matt? Si vous pouvez pas lever votre bras correctement, devenez perchiste. Mais non. La recommandation, c'est si, comme Madame Andréani, vous n'aimez pas courir, il faut apprendre à aimer courir. Et il y a un livre qui s'appelle Born to Run. Je connais pas la traduction, mais peut-être qu'on la mettra dans la... C'est sûr qu'il a été traduit, donc on la mettra dans les commentaires. Par Monsieur McDougall. Et sérieusement, ça peut paraître endormant, mais c'est un livre fantastique sur la course, sur le fait qu'on est tous nés pour être capables de courir, qu'on est tous capables de courir. Donc, ça parle d'une tribu qui s'appelle les Tarahumara au Mexique. Et c'est impossible de ne pas vouloir aller courir après avoir lu le livre, ou pendant qu'on lit le livre, en fait. Donc, je vous le recommande. Comme ça, après, on devient bon en course. Putain. Mais attends, il parle que les humains sont faits pour courir. Mais ouais, moi, je suis pas vraiment humaine, je suis sanglier. Moitié humaine, moitié sanglier. Ouais. Peut-être pour ça que j'aime pas courir. Ouais, ça se peut. Ça se tient. Mais d'après lui, tu peux courir. Okay. Tu sais qu'aujourd'hui, on est dans le haut, là, il y avait 5 fois 400 mètres de course. Et du coup, à cause de la conversation qu'on a eue hier, là, pendant qu'on mangeait les, je sais pas quoi, au brooch, là, bah, je courais, j'avais les bras un peu lourds. Je dis, ah ouais, hier, il a dit, faut laisser les bras ballants, utiliser les muscles du haut du corps. Et du coup, je pensais à ça. Je suis pas sûr que, j'ai pas eu l'illumination, mais en tout cas, suite à cette conversation, bah, j'y ai pensé. Moi, les gars, qu'est-ce que j'ai comme recommandation pour vous? Bah, j'en ai deux, comme d'habitude. La première, elle est 100% sportive. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous ne l'avez pas fait, franchement, allez regarder quand même 2-3 highlights sur CrossFit France de ce qui s'est passé au French Rodon à Lyon le week-end dernier. Juste parce que on a bouclé la boucle. Okay, moi, j'ai démarré le CrossFit en 2010-2011. J'avais des potes à moi qui étaient flics, qui participaient à ce qu'on appelait les sectionals. C'était ce qui existait avant les regionals. Et je peux vous dire que eux aussi, à l'époque, du moins en Grande-Bretagne, ça se faisait vraiment sur un parc avec un rig et il n'y avait pas grand-chose. Et par curiosité, j'ai regardé des vidéos, parce qu'on peut les trouver vraiment sur YouTube, des regionals de 2011, de 2012. J'ai vu des gens qui sont aujourd'hui comme des mentors pour moi, être juge, être judge, speaker, sur ces compètes-là. Et puis c'est monté crescendo. Et moi, les premiers régionaux auxquels j'ai assisté, c'est 2013 à Copenhague, puis 2014 encore à Copenhague, puis de mémoire 2015 encore à Copenhague, puis 2016, 2017, Madrid, Berlin et tout le reste de l'histoire. Et l'air de rien, on a amené tout ça en France. Et c'était une grosse aventure. Ça a été une grosse prise de risque, vraiment une grosse prise de risque, parce qu'on se rend pas compte, mais
quand on démarre la saison, quand on s'engage, quand on dit ok, on va faire un événement là, il faut que ça marche. Même, il faut que ça marche sportivement, il faut que ça marche financièrement. Il faut que Adrian Bozman ou les émissaires de chez CrossFit, lorsqu'ils arrivent sur place, reconnaissent la valeur du travail qui a été effectué, etc. Et il n'y a pas un mec de toute l'équipe, on avait quand même près de 300 bénévoles, qui n'a pas été orienté vers ce succès-là, aussi bien dans tout ce qui était la compétition et les events communautaires que l'event des semis. Et donc vraiment, j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles. J'ai pas dû saluer tout le monde, même si c'est pas dans mes habitudes. Mais en tout cas, il y en avait aussi un sacré paquet qui était là même le dimanche soir. Même des gens qui sont là depuis 2012, qui sont là juste pour faire la caisse, qui voient même pas la fucking compète et qui sont pointés là, Popo et toutes les autres qui elles aussi se reconnaîtront. Et vraiment voilà, un gros merci parce que allez voir ça sur YouTube, laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis juste, si vous ne connaissez pas vraiment le sport de CrossFit ou que ça ne vous intéressait pas jusque-là, malgré le fait que vous soyez des auditeurs du Shaker Show, franchement, allez checker. Je vous jure que vous ne regretterez pas. Et c'est peut-être le début de l'avènement d'une nouvelle dimension du sport du CrossFit et de la communauté CrossFit en général, en France et pour le reste de l'Europe. Ma deuxième recommandation, vous savez, moi, j'en fais pas mystère. J'ai été pendant 11 ans policier et dans ce métier-là, j'ai croisé des mecs absolument incroyables, des amis vraiment qui me sont très chers, qui sont comme ma famille. J'ai pas beaucoup de famille moi-même, donc forcément, j'ai adopté des gens autour de moi qui se sont greffés et beaucoup d'entre eux sont des keufs et ils m'aident dans tout. Ils m'aident parce qu'ils me passent un coup de téléphone par mois pour savoir comment ça va. Ils m'aident parce que j'ai acheté un appart, mais je sais même pas changer une ampoule. Donc, qui va m'aider à installer une salle de bain. Voilà, et ils m'aident parce qu'ils ont toujours été là dans les bons et dans les mauvais moments. Et parmi ces mecs-là, il y a des gars avec plein de talents extraordinaires. Et j'ai un de mes collègues dont je tairai le nom parce que je peux pas le donner, mais qui a toujours été artiste. Qui a toujours, et de manière très discrète. Donc, il bossait avec moi, il était vraiment bon dans le boulot. Mais au-delà de ça, il avait toujours cette dimension et ça se sentait tout le temps dans son humour, dans nos conversations sur le cinéma. Et il m'a fait une confidence, il m'a dit il y a quelques temps qu'il avait eu pour projet à un moment donné de faire une école de scénariste et qu'il avait même été repéré par un artiste que peut-être certains d'entre vous connaissent, il s'appelle Ladjili. Ladjili, c'est un gars de l'époque de Courtrajmé. Donc Courtrajmé, pour ceux qui ne situent pas, c'est les précurseurs de la haine, c'est Vincent Cassel quand il était jeune, c'est leur premier projet, entre guillemets, un peu de cinéma, de court-métrage, comme ce nom l'indique. Tapez sur YouTube Courtrajmé, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, vous verrez des trucs un petit peu cultes. Et Ladjili faisait partie de ça. Et c'est un mec qui fait un cinéma très engagé. Très 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 engagé sur les faits de société, beaucoup sur les banlieues, beaucoup sur la police. Je suis convaincu que Ladjili et moi, sur les grands faits de société, je pense vraiment pas qu'on ait le même avis, mais il fait des films incroyables et moi j'aime les gens qui ont des convictions et qui savent les défendre, etc. Et je suis persuadé qu'on peut coexister avec des opinions et des convictions très différentes. L'essentiel, c'est d'être capable de discuter et d'apprendre de l'autre. Quoi qu'il en soit, il a été à ça, de faire son école de scénariste. Et il avait produit un scénario à l'époque, un script, et le Covid est arrivé. Donc du coup, finalement, ce truc-là s'est complètement arrêté pour lui. Sa vie a suivi son cours, il a eu un enfant entre-temps, et plein de belles choses qui sont arrivées. Mais notamment grâce à sa femme, elle lui a dit, c'est quand même con, tu vois, t'avais commencé à écrire quelque chose, t'as du talent, quelqu'un du monde du spectacle s'en est rendu compte, et il avait envie de travailler avec toi, t'aurais dû peut-être continuer. Et donc il a bossé, et il a écrit un roman, du coup un roman policier, qui est là, qui s'appelle Autopsie d'une dispersion, et qui est un bouquin qu'il a trouvé le moyen de faire éditer, par une petite maison d'édition. Il est aussi en librairie, il a Cultura, notamment du moins dans le catalogue, vous pouvez le commander. Mais je mettrai sans doute la référence de l'ouvrage. Et donc, je m'adresse notamment aux gens qui sont auditeurs du Shaker Show, qui peut-être sont des collègues et qui seraient contents de filer un coup de pouce à un ancien collègue à eux. Mais au-delà de ça, je m'adresse à tous les gens qui ont simplement envie de lire un bon bouquin, un bon polar. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire en partant demain pour Francfort, ou peut-être dans l'avion pour aller à La Réunion, pareil que j'aurai le temps. Mais simplement, voilà, je suis convaincu que c'est un super bouquin qui se lit vite. Et moi, les gens m'ont poussé
à faire du stand-up, à faire du crossfit, à faire formateur, à faire un podcast, à dessiner, à tatouer, à faire plein de trucs complètement loufoques. C'est toi qui m'as dit une fois, il faut accepter sa bizarrerie intérieure, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. Et voilà, donc je pense que le moins que je puisse faire pour mon pote Tony, ok, Tony Lino, c'est son pseudo d'auteur, Tony Lino, Papa Oli. Et Pipi Oli. Et bah, c'est vraiment voilà, de vous inciter vraiment à acheter le bouquin, à le lire et à me dire ce que vous en pensez. Ça s'appelle Autopsie d'une dispersion et c'est chez Edilivre. Et honnêtement, je suis persuadé que vous passerez un bon moment de lecture si vous faites ce geste-là. Et on pourra même s'envoyer des petits DM pour savoir ce qu'on en a pensé. On est tout bon? Cool. Et bah les gars, J'ai le mot de la fin. vas-y. Loufoque. Loufoque my wife. Je l'ai retrouvé. T'as dit le mot loufoque, j'ai dit c'est ça. Et ben c'est exactement ça. Les gars, c'était le Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. Ciao.